C'est parti? C'est parti. Très bien. Partons. Partons ensemble. Alors Yann, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Alors je crois que je voulais faire un petit peu comme tout le monde. Je voulais être pompier, moi, au début. Vraiment longtemps, j'ai voulu être pompier. Et puis après, j'ai un petit peu botté en touche. J'ai essayé d'avoir mes années, tu vois, avec 12 de moyenne. C'était bien ça. Et j'ai pris une filière généraliste. Tu vois, j'ai fait ES. Et du coup, après ES, j'ai fait LEA, comme ça c'est pareil, généraliste. Genre le mec qui prend pas de décision. Hein. Et puis je passais mes années. Et puis bah il y a un moment, effectivement, je me suis retrouvé dans le monde du travail. Et là, j'ai fait plein de trucs que je voulais pas faire. Mais quand tu étais petit et que tu voulais être pompier, c'était quoi? C'était être héros? Bah écoute, je sais pas. Je t'avoue que je me suis jamais trop demandé, mais c'était toujours la réponse qui venait. Je crois qu'il y avait le côté ouais, d'affronter les flammes. Ça, j'aimais bien. J'aimais bien cette idée. Puis il y avait peut-être le côté héros, puis il y avait peut-être déjà le côté sauveur, tu vois. Mine de rien, le petit archétype du pompier qui sauve. Mais du coup, tu étais un petit garçon courageux? Pas vraiment, non. Non, moi j'étais un petit garçon sage, je faisais pas de bruit. Ma mère m'a toujours répété après, ah, qu'est-ce que t'étais sage à ce moment-là, t'étais gentil et tout. Donc tu vois, je sens bien que j'ai un peu perdu depuis, j'ai perdu les notes, j'ai baissé en moyenne. Mais non, non, moi j'étais plutôt un petit enfant sage, je lisais beaucoup, j'adorais regarder les BD, même quand je savais pas lire. Voilà, j'étais plutôt un enfant un peu de la télé, après plus tard les consoles, un peu de sport par-ci par-là, mais plutôt dans ma bulle, plutôt dans ma bulle. Tu voulais peut-être conduire le camion de pompier? Euh, Non, je crois quand même que je voulais être sur le terrain quand même. Hein. Hein, je sais, j'avais pas le sentiment d'être quelqu'un de courageux à l'époque, mais aujourd'hui je vois bien que je suis quand même un peu un fonceur, donc j'aurais pas pu rester dans le camion, moi je pense, ça m'aurait énervé. Donc tu étais dans ta bulle avec tes Exactement. bouquins, Ouais. ton ordi, Mes romans, les consoles de l'époque qui arrivaient, les dessins animés du Club Dorothée, et puis après, bah, comme tout le monde, les copains, courir, faire du sport, faire des trucs, mais plutôt ouais, quelqu'un d'assez silencieux. Ouais. T'avais des copains du coup. Ouais, ah bah oui, ouais, j'avais des copains. Ouais, j'avais des copains, mais j'aimais bien être tranquille aussi, j'aimais bien ma petite solitude, moi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aime toujours. Je suis à mon compte, je fais mon truc, je suis tout seul avec moi-même dans mon cabinet, c'est trop bien. Ça me plaît bien. Et tu arrives à prendre ces temps de pause avec tes romans aujourd'hui, comme tu faisais quand tu étais petit ou... Bah, écoute, le premier, je l'ai écrit en 2 mois, 3 mois à peu près, très très vite. J'ai écrit la suite peut-être 15 jours après sa sortie. J'y suis encore, ça fait 8 ans. Donc là, comme je te disais, j'ai envie là, de poser vraiment une date. J'aimerais bien que pour fin 2022, il soit vraiment clôturé. J'ai besoin là d'aller au bout. Et en même temps, je sens qu'il est mûr. Et j'avais besoin, je pense, de ces 7-8 ans d'accompagnement aussi pour raconter un truc peut-être un petit peu plus pertinent autour de la spirale dynamique toujours. Hein. Donc là, j'essaye vraiment dans le deuxième d'expertiser, de donner beaucoup plus d'informations. Il y a beaucoup plus de personnages, tout se recoupe un peu. Donc c'est plus complexe aussi. Donc voilà, je m'éclate beaucoup plus. C'est chouette l'expérience d'écrire un bouquin. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, mais comme tu l'as dit, ça demande du temps. Ça demande aussi du vrai temps, parce que ça demande déjà du temps de rentrer dedans, et du coup, du temps pour en sortir. Et quand on laisse trop longtemps, on perd le fil, et on est obligé... Si tu savais le nombre de fois où je l'ai relu, là je suis à 300 pages, mais je les ai relus 5-6 fois, j'ai amélioré, j'ai peaufiné, j'ai arrangé, nanana. Et puis comme je relaissais tomber 6 mois, mais je me souviens plus de ce que j'ai dit, il faut que j'y retourne, alors je relisais. Nanana. Donc là j'ai dit non, là je suis de nouveau dedans, donc j'ai dit non, là il ne faut pas lâcher le fil, et il faut aller au bout. Faut aller au bout. Voilà. Et alors pourquoi il faut aller au bout? Il faut aller au bout parce que ça me prend quand même une énergie psychique. C'est-à-dire que j'y suis quand même avec mes héros, il va leur arriver quoi, nanani, nanana. Et puis, comme j'ai d'autres projets, je sens que ça m'empêche d'aller mettre mon énergie ailleurs. C'est comme si il fallait vraiment que l'énergie elle soit concentrée quelque part et pas partout en même temps pour moi. C'était important. Donc là, on termine ce truc-là et puis on passe à autre chose.
Et donc tu le fais pour qui ce bouquin? C'est pour toi ou pour qui? Non, là vraiment, je le fais pour moi. Je le fais pour moi, je le fais comme un challenge, déjà d'aller au bout de quelque chose, parce que ça c'est important, et puis de me rencontrer dans cette complexité et dans cette espèce de défi. Euh, je ne pourrais pas laisser ce livre inachevé aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même 8 ans, même s'il y a des années où j'ai rien écrit du tout, hein, ben non, il faut aller au bout. Par contre, j'ai déjà l'idée du 3, pour te dire, je sais déjà ce qu'il y a dans le 3. Et donc il faut aussi que je termine le 2 parce que je sens bien que tout ça doit être transmis. Hein. Il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit posé dans la matière et pas que à l'intérieur de moi. Et après, les gens le lisent ou pas, ça marche ou pas, c'est même pas l'enjeu. L'enjeu, c'est du plaisir autour d'une forme d'expertise de la spirale que j'ai besoin aussi par rapport au premier. Et puis là, des personnages à qui il arrive vraiment des choses, je trouve, qui sont importantes. Ça parle de vie, ça parle de mort, ça parle d'enjeux forts. Et je sens que quand je suis en train d'écrire ça, ben, je vibre avec l'histoire. Tu vois, et ça vient me nourrir. Ça, j'ai besoin de ça, moi aussi. Et puis, ben, vu qu'il y a déjà des idées pour le 3, ben, il y a un passage obligé. Et donc voilà, je vais essayer d'honorer ça. Est-ce que quand tu écris, tu te connectes au futur lecteur? Non, je me connecte au roman. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il est déjà écrit quelque part. Et je demande au roman de venir me rencontrer. Et quand j'écris, je suis souvent dans une forme un peu de transe. J'écris très très vite. Je mets souvent des musiques quand même qui vont être en lien avec l'ambiance que je veux. Alors maintenant sur YouTube, tu as vu, tu as des heures entières des fois de playlists, de trucs. Donc je choisis une playlist qui va être dans l'ambiance et je pars. Et ce que j'adore, c'est quand je commence à écrire, quand j'essaie de suivre ma pensée. Parce que moi, je ne suis pas un super dactylo. Et donc, des fois, ma pensée, elle part, puis moi, je me mets à taper comme ça, puis je dis, c'est pas grave pour les fautes, il faut que je suive l'idée, Et des fois, je me retrouve comme ça pendant 1 heure. Et là, fin de chapitre. Et là, je relis, je corrige tout, puis je rajoute, tu vois, je structure après des trucs. Et donc, il y a un côté, tu sais, c'est comme, je pense que les artistes, ils connaissent ça, tu sais, dans les tableaux, quand tu écris, quand tu peins. Bah, c'est un peu pareil. Des fois, moi, quand je faisais de la peinture ou du dessin, tu as le côté, la page est blanche, tu sais pas encore ce que tu vas faire. Puis à un moment, tu pars dans quelque chose et puis tu te laisses emporter. Et puis à la fin, tu fais oh, waouh, j'aurais jamais pensé faire ce truc-là. Ou voilà, après, tu es content, t'aimes ou t'aimes pas, mais il y a quelque chose qui t'emporte. Eh bien, le livre, c'est un peu ça. J'essaye que le livre m'emporte plutôt que moi, je sois en train de le contrôler pour l'écrire. Et parfois, à tel point que des fois, j'ai des personnages qui font des trucs et je me dis, mais non, oh non. Genre, j'en ai deux, là, à un moment, ils se disputent. Je fais, ah mais non, mais pourquoi? Donc j'écris la dispute. Puis après, je comprends. J'ai compris plus tard pourquoi il y avait cette dispute. Les enjeux que ça avait amené, ce que je voulais finalement dire sur le code, tu vois, ou sur la spirale. Et j'ai fait, ah, ok. Et, tu vois, et ça, j'adore parce que là, à ce moment-là, je me dis, ben, c'est plus vraiment moi qui écris. Tu vois, je me laisse traverser par l'écriture. Et moi, c'est plus ça que je recherche. Tu peux dire que c'est de l'écriture intuitive ou c'est de l'inspiration? Bah, bonne question. Alors oui, c'est quelque chose d'intuitif parce que ça passe pas par mon mental inférieur qui aurait déjà prévu le process. Donc il y a quelque chose dans l'instant qui se déploie et que je suis obligé de suivre. C'est comme si l'information avait un coup d'avance sur moi. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intuitif et il y a effectivement une forme de guidance parce que mine de rien, j'ai le sentiment que les personnages font leur vie et qui me font découvrir en plus une espèce de... Il y a une intelligence derrière. Parce qu'en plus, je me rends compte comment ça sert le livre ou la trame ou une des facettes d'un des codes couleurs sur lequel j'écris. Et que dans l'instant, je n'y aurais pas pensé. Et je me dis, ah mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi cette facette-là dans le code mauve, par exemple. Et ah bah tel moment du livre va permettre de montrer ça et j'y aurais pas pensé par moi-même. Donc ça, c'est troublant. Hein, c'est vraiment quelque chose d'une forme, ouais, une forme de transe ou alors une guidance. Plutôt intuitif parce que je sens qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui me traverse. C'est plus grand que mon ego. Sinon, je les aurais empêchés de se disputer ou j'aurais dit non. Or, j'aime aussi laisser libre cours à l'information quand elle arrive et que ce soit elle qui m'apprenne quelque chose plutôt que moi qui la possède. Quelque chose de cet ordre-là. Et donc, depuis quand tu reçois des informations comme ça? Eh bien, depuis que je travaille justement à l'écriture ou depuis que je travaille
Alors, ouais, beaucoup l'écriture. J'ai beaucoup commencé par ça. Le sentiment parfois de... tu sais, je me posais une question et il y a un moment où j'avais lu quelque part que quand vous avez une question, écrivez-la sur un ordinateur. Et moi, j'ai jamais fait le côté écriture automatique sur un papier. Bon, ça me parle pas, ce truc-là. Et donc, je posais ma question. Et puis, tout de suite, effectivement, comme je te disais, un peu comme dans le livre, je commençais à avoir une réponse. Et ça allait très vite. Donc, j'étais obligé de suivre l'information. Et puis, quand ça se terminait, bon, je relisais, je corrigeais les fautes. Mais ce qui était très intéressant, c'était surtout quand je relisais ça quelques jours plus tard. Parce que là, je me disais, ah, mais c'est vrai, j'ai écrit ça. Et ah ouais, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si ça venait piocher de l'information dans ma tête. Donc j'apprends rien d'une certaine manière, mais ça la structure d'une certaine manière. Je ne sais pas comment dire ça. Tu vois, ça me donne une information, ça me rappelait un souvenir qui n'était pas là 3 secondes avant. Et c'est l'écriture du souvenir qui me donne la réponse à ma question. Donc tu vois, il y a quand même là encore quelque chose. C'est comme si on venait visiter ma bibliothèque de mes mémoires intérieures et qu'on articulait une réponse en utilisant ce dont il y a besoin pour que ce soit compris. Et donc ça, j'ai commencé à le faire, combien de temps? Peut-être 10 ans. Il y a peut-être 10 ans. Je ne sais pas si... Je n'ai pas commencé ça à 5 ans, quoi. Hein. Il y a peut-être 10 ans. Et puis, un des moments qui a été très fort, parce que c'est comme s'il y avait des étapes, c'est quand je me suis retrouvé dans mon dernier module de ma formation. Et là, on était dans le code jaune turquoise. Et dans le code jaune, on est dans cette dimension de l'être et non plus de l'ego. Et donc, il nous était demandé... je ne me rappelle plus quelle était la teneur de l'exercice en réalité. Alors, on passait devant tout le monde. Mais ce dont je me souviens, c'est que moi, je me suis dit, là, je vais dire des choses dans l'instant. Je vais me relier à mon cœur et je vais dire des choses dans l'instant. Et mon cerveau essayait de me dire, mais dis ça, il faut que tu parles de ça. Et j'ai dit, non. Donc, pendant un quart d'heure de préparation, je me suis battu pour qu'il n'y ait rien qui vienne. Tu vois. Et quand je me suis retrouvé face à eux, bam, j'ai sorti des trucs. Je ne pourrais même pas te dire. Et en plus, c'est génial parce que j'ai les enregistrements de tous mes modules, sauf de celui-là, forcément. Donc, je ne saurais jamais, je ne me rappellerai plus jamais de ce que j'ai dit ce jour-là. Mais j'ai dû parler pendant 10 minutes comme ça, les yeux fermés. J'étais debout devant eux et j'ai dit des choses. Et quand j'ai rouvert les yeux, eh bien, j'ai vu déjà mon prof et puis une ou deux personnes qui avaient les larmes aux yeux, tu vois. Et j'ai senti que je les avais touchés à travers le verbe. Et là, moi aussi, ça m'a touché très très profondément. Et il y a eu une bascule ce jour-là. Il y a eu quelque chose qui est venu me dire, ça, tu sais faire. Ça, il faut que tu t'occupes de ce truc-là parce que ça, c'est ton truc. Et après, j'ai commencé par le travail à écrire des rêves éveillés où, tu sais, c'est pendant 30, 45 minutes. Alors, ça me consommait 20, 30, 40 pages sur des thèmes différents et j'écrivais ça et les gens venaient, il y avait une dizaine de personnes à chaque fois. On discutait, ils venaient faire le truc, on débriefait, ils repartaient. Et j'ai fait ça pendant, j'ai au moins fait ça pendant assez longtemps. Et j'ai petit à petit, là, dernièrement, j'ai commencé à sentir que j'avais plus besoin d'écrire. Au contraire, ça me prenait trop de temps. Et il y a même un jour où j'ai senti que, justement, il fallait que je propose une journée où j'allais, comme ça, fermer les yeux et parler pendant toute la journée, sans rien préparer. Et là, j'ai passé une semaine de merde. Mais c'était horrible. J'avais peur, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Mais justement, j'ai pas le droit de le préparer, mais et s'il se passe rien, et si c'est nul, et les gens y payent en plus. Hein. Et en fait, il y a dû avoir, je sais pas, 12 personnes, je crois, ce jour-là. Déjà, tu sais, quand tu es assis devant 12 personnes et que tu sais pas ce que tu vas dire, et que tu dois fermer les yeux pour raconter des trucs sans savoir ce que tu as raconté, c'est un peu... Hein, j'ai pas été le plus drôle du moment le matin, hein, tu vois. J'étais un peu tendu. Et puis, finalement, écoute, c'est dans l'instant, j'ai dû faire 4 ou 5 audios comme ça de 45 minutes à chaque fois, tu vois, toute la journée. J'ai raconté plein de trucs et les gens ont adoré, tu vois. Et vraiment, je me suis dit là, pareil, une étape en plus. Et puis, tu vois, finalement, la dernière étape, c'est cette chaîne que j'ai construite, Unité de conscience, conscience de l'unité, où là, eh bien, il y a une espèce de partenariat avec cette guidance où j'ai pas le droit de savoir de quoi je vais parler. C'est des capsules à peu près de 45 minutes, tous les 15 jours. On m'a demandé que ce soit un prix très accessible, que j'y prenne énormément de plaisir, que je l'arrête quand j'ai plus envie.
mais que si j'en ai envie, bah, ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans. Et donc, je me suis dit, j'ai eu un peu tout ça en marchant dans la forêt. Hein. Bon, puis, je dis, bon, allez, j'y vais. Je fais une première écoute dans mon cabinet, là. Et là, blablabla, blablabla, blablabla. Puis j'apprends un peu tout ça. Puis je me rends compte que l'intro va faire 3 parties. Parce que le lendemain, j'en refais une, deuxième. Et puis, à la fin de la 3e capsule, fin de l'intro, on me dit. D'accord? Et puis après, il y a eu 4 autres modules qui ont été faits assez vite, en fait. Hein, ils ont été faits. Et à un moment, capsule 8, fin du cycle. Bon. Et bien, il y a eu 9 mois entre ce cycle-là et le suivant. Et au bout des 9 mois, quand j'ai senti que c'était prêt, il y a un truc qui pousse là à l'intérieur, qui me donne envie, là, j'ai dit, bon, bah, ok, je continue le cycle 2, mais il faut que la chaîne, elle naisse, quoi. Il faut que ça existe. Et donc là, j'ai demandé à une collègue qui a fait cette chaîne de tout mettre en ligne, de tout préparer. Et quand j'ai lancé, j'ai continué mon cycle 2. Et donc, je te dis, là, c'est des surprises parce que j'ai quand même toujours l'appréhension de je me souviens plus de tout ce que j'ai dit, donc est-ce que je vais pas me répéter, ou est-ce que ci, ou est-ce que ça? Et c'est incroyable parce que dès que je me mets en disant ok, c'est pour la chaîne Unité de conscience, je ferme les yeux et que je commence, pam, il y a un fil rouge. Je me rappelle d'un module ou d'un truc. C'est pareil, tu sais, ça me traverse. Ça me possède pas. C'est important d'entendre ça parce que c'est pas une possession. C'est très léger, c'est très fin, ça te traverse. Et quand je ressors de ces moments-là, c'est hyper apaisé. D'ailleurs, souvent, quand j'en parle, quand je me mets dans cet état, ma voix devient très douce, très calme. Et comme tu me connais, je ne suis pas forcément quelqu'un de très doux, très calme. Ma personnalité n'est pas dans cette énergie-là. Et donc, souvent, je me rends compte moi-même, d'une certaine manière, tu vois, en profondeur. Et parfois, je me dis, ah tiens, je suis en train de parler de ça. Ah j'aurais pas pensé. Ah tiens. Et parfois même, je commence même des fois à dire des choses que je ne sais pas. Ça me trouble. J'en suis encore à des niveaux où j'arrive pas encore à m'abandonner quand c'est trop troublant. Bon, mais c'est comme un entraînement finalement. Et je vois bien que plus je le fais, plus je suis à l'aise. Et ce que je me rends compte aussi souvent, c'est que j'ai toujours des trucs à dire. Alors que c'est un moment où je tombe, tu sais, dans un vide. Quand je fais ça, je tombe dans un vide avec une forme de honte. Et je me dis tant pis, et je tombe dans ce truc-là, et waouh! Et quand je ressors, je fais waouh, c'était bien. Où les gens me disent oh, merci, ça m'a éclairé là-dessus, ça m'a plu, il y a eu ça, il y a eu ça. Ah bon, super. Il y en avait une qui m'a dit ah, mais attends, c'est incroyable ce que tu as dit ce matin, c'est exactement ce qu'on a discuté hier avec un tel quand tu n'étais pas là, quoi. Ah bon, tant mieux. Puis je lâche en fait. Je lâche parce que j'ai envie de sentir que cette dimension de guidance ou d'intuition, je préfère le mot intuition. Parce que, merci de me demander pourquoi. Parce que l'intuition, c'est relié à la présence et à quelque chose de plus grand que nous. Et on a tous quelque chose de plus grand que nous. C'est pas l'apanage de certains, en fait. Et donc, c'est pas, quand je fais ça, c'est pas un pouvoir, c'est pas un truc, c'est quelque chose, je veux que ce soit quelque chose de naturel. Comme une continuité. Alors, moi, c'est ça, mais il y en a plein d'autres, ça va être, je sais pas, de faire des magnifiques poteries, de chanter, de faire des concerts, de faire des vidéos. Chacun a son excellence d'une certaine manière, ou son petit truc à lui, tu vois. Et ça, je veux du coup que ces moments-là soient non pas quelque chose de stigmatisé, alors bien, mal, c'est super, c'est génial, ou c'est nul, ou c'est un état pour moi, une naturalité que je suis en train d'apprendre. J'apprends à intégrer ma dimension intuitive et à m'abandonner à ça, avec tout l'ego qui a peur tu vois, de perdre le contrôle ou de perdre le truc, et petit à petit d'apprendre ça et d'en faire quelque chose de simple et de naturel. Et on reste qui on est, quoi. On se détend. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es au service et que du coup tu as été entre guillemets choisi avec ce média-là de transmission, le verbe? Alors, sur cette question, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'effectivement le fait de se mettre au service de ce qui est plus grand que moi, c'est vraiment cette dimension transpersonnelle, c'est important. Il y a un moment, on se retrouve tous dans des enjeux ou des propositions transpersonnelles de sortir de notre confort ou de notre zone un peu égotique qui cherche à contrôler, à survivre, à être aimé des autres, reconnu des autres. Et à un moment, on se rencontre soi et on se demande qu'est-ce qu'on a envie de soi pour soi, quoi.
Et puis il y a un moment où en plus on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle, qui souvent nous fait très peur et dans lequel on est bon. Et ça, c'est ça pour moi être au service. Mais là où je me suis trompé longtemps, c'est que j'ai cru que ça voulait dire d'être au service des autres. Et en fait, non. Il ne faut pas être au service des autres. Il faut être au service du soi. Et donc de soi à soi. Et c'est quand on se met au service du soi et de soi à soi et qu'on écoute finalement les intuitions ou les prochains pas à faire qu'on se rencontre et que ça, après, ça brille en fait. Et il y a des gens que ça va attirer, il y a des gens qui n'auront rien à faire. Et du coup, ça enlève le côté de prise de pouvoir ou de vouloir en faire de l'ego spirituel ou je sais pas quoi, voire même de vouloir que tout le monde entende ma vérité et c'est moi qui ai raison. Et si vous ne faites pas comme si, vous n'êtes pas évolué spirituel ou conscient. Et il y a des gens qui vont se rencontrer en mettant les mains dans la terre. C'est une spiritualité incarnée, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'aime pas. Je refuse les mots d'élu, je refuse les mots de don, de machin. Je n'aime pas ça. Naturel. Tu sais, c'est un peu comme l'hypnose. C'est pas un pouvoir l'hypnose, c'est un état de transe. Et c'est une transe naturelle que tous les êtres humains savent faire. Quand ils prennent leur voiture, quand ils se mettent devant la télé, quand ils sont en train de penser à leur course alors qu'ils parlent avec quelqu'un, ils sont déjà dans un état d'hypnose. Léger ou moyen, mais c'est un état d'hypnose et c'est un état naturel. Personne n'a été à l'école pour faire un cours d'hypnose. On le fait naturellement. Par contre, la capacité, après, de l'outil, c'est de pouvoir mettre les gens dans une hypnose très profonde, très rapidement. C'est ça l'outil. Mais ce n'est pas un pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est l'autre qui va dire « Ok, j'accepte de passer du niveau 1 au niveau 8. Mais si moi je ne suis pas d'accord, tu ne m'amèneras pas là. » Et l'autre, même s'il est super bon, ça ne marchera pas. Et bien, ça c'est la même chose. Moi, je pense que, en plus, tu sais bien, je travaille en astro, et donc je connais mon thème, et je vois bien quels sont mes enjeux. Et ça, c'est quelque chose, oui, que je sais faire, je pense. Le verbe, l'écriture, faire vivre des voyages vibratoires, arriver à amener les gens dans un état à travers ma voix ou les mots ou ma capacité à avoir une fluidité verbale, bah ouais, c'est mon truc, quoi. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bien ou de meilleur qu'un autre. C'est juste que ce truc-là, je sens que je dois le peaufiner, y revenir, le travailler, et d'où peut-être le roman, d'où cette chaîne, d'où tout ce que je crée, que j'écris, et ce que je veux, comme Alma ou autre, tu vois, tout ça, ce sont des créations, mais toujours reliées au mot et au verbe. Et ça, c'est moi, en fait. Quand je dis être au service, ça passe, c'est aussi accepter d'être au service de plus grand que soi. Complètement. Et ça passe par quelque chose d'inconfortable. Oui. Et puis, c'est pas toi qui choisis, en fait. Ça. C'est, tu sais, un peu toujours le principe, un peu, comme on dit des fois, de la crise mystique. On dit toujours, pas moi, pas ici, pas maintenant. Mais quand quelqu'un vit une ouverture de conscience, on ne le prévient pas. Ça se vit à travers un événement, ou une rencontre, ou une personne, ou un mot, ou un moment clé, et tout est aligné, ça s'ouvre, quoi. Et généralement, quand les gens ils vivent un vrai moment d'ouverture de conscience, ils vont dire mais moi je veux pas ce truc-là, pas maintenant, c'est pas le moment, et puis pas ici, puis pas moi, enfin voilà. Et quand les gens, moi, quand je suis en cabinet, que j'entends des gens dire ça, je sais que là, ils sont vraiment en train de vivre quelque chose. Quand par contre ils disent oui, alors du coup, moi, je parle avec le Christ, tout va bien, super, puis je parle. Là, là déjà, tu vois, je dis ok, on va voir. Bon, pour moi, voilà. Mais quand les gens refusent ça, ouais, justement, c'est que justement, ils sont en train de vivre quelque chose qui les dépasse. Et c'est ça la dimension transpersonnelle. C'est plus grand que moi, quoi. Et quand l'ego, il se retrouve face au soi, ou à l'âme, ou à l'amour, ou au guide, aux anges, ou à tout ce que tu veux, et les noms que tu leur mets, peu importe, ou à sa propre lumière, l'ego, il tremble. Il tremble parce qu'il a peur, parce qu'il sent qu'il va devoir sortir de la survie, ou qu'il prend le risque de plus être aimé des autres, de plus être reconnu des autres, qu'on le prenne pour un fou, pour un paria, pour un ci, pour un ça, pour un gourou, pour un méchant, pour un... Alors qu'en fait, il est en train de se rencontrer. Il est en train de se détacher de tout ce à quoi il s'identifie et qui le rend malheureux finalement. Parce que c'est pas ça qu'il est venu apprendre. Ou c'est pas à cet endroit-là qu'il est venu se rencontrer. Et donc j'accepte de me rencontrer dans cet endroit, mais je suis fragile et vulnérable à cet endroit-là. Si quelqu'un pourrait me descendre très facilement. Alors avec le temps un peu moins, parce que plus on accepte et plus on structure et plus bon, voilà, tu vois.
mais quand même. Et donc, c'est valable pour tout le monde. Et donc, c'est pas si simple d'aller vers soi, avec un grand S. Ça demande un abandon, un lâcher-prise, une confiance, une foi. Ça demande aussi du temps, parce que ça se fait que étape par étape, je pense. On ne peut pas passer d'un truc à un autre comme ça. Sauf si vraiment on est prêt et qu'il y a une urgence, tu vois. Mais, bon. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est beau, parce que c'est toujours relié derrière quand même à un appel profond. Il y a quelque chose de viscéral, il y a quelque chose qui ramène aussi au plaisir, à la fierté que ça nous renvoie, au contentement, à la nourriture, à l'apaisement, à tout ça. C'est une zone aussi de bien-être et d'épanouissement, mais après, pas avant. C'est un peu comme le saut en parachute, tu vois. Quand tu es en haut et que le gars il ouvre la porte, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Ça claque de partout. Tu sautes, tu hurles, tu pleures, tu aurais vraiment être ailleurs. Et quand tu arrives là, tu dis ah mais c'est énorme. Voilà, parce que tu vois, c'est à la hauteur du risque que tu as pris ou de la peur que tu as eu de le faire. La dimension transpersonnelle, pour moi, c'est un peu ça. Tu vois, c'est à la hauteur de qui tu es aussi. Donc transpersonnel, c'est quand tu reçois, quand tu canalises. Ouais, c'est quand d'un coup, ton ego s'incline devant ce qui est plus grand et dit ok, j'accepte. C'est au-delà de la polarité, tu vois. Il y a l'ombre, la lumière, le bien, le mal, le bon, le mauvais, le chaud, le froid, tout ce que tu veux. Et au-dessus de ces deux polarités-là, il y a l'acceptation. Et pour moi, l'acceptation va être du coup un prémisse à l'amour inconditionnel ou l'amour avec un grand A. Aimer. Mais pas aimer comme sur M6, tu vois. Hein, ou dans les films romantico-midinette. Non, pas ça. L'amour, c'est plutôt, tu vois, cette dimension de... justement, c'est toute la différence entre tomber amoureux. On va tomber amoureux de quelqu'un, d'ailleurs on chute. Amoureux de quoi? De ce qui nous a manqué, qu'on pense obtenir de l'autre, puis à un moment on est super grave déçu. T'imagines bien, pardon. On est super déçu de l'autre, qui ne nous donne pas ce qu'on voulait quand on n'a pas eu petit. Et puis, quand on traverse cette crise-là, si derrière on reste avec l'autre à un moment donné, c'est parce qu'il y a de l'amour. Il y a l'idée de, ok, il n'est pas parfait, il a des qualités, des défauts, mais c'est avec lui que j'ai envie de rester parce que je l'aime. Et ça, c'est l'amour. Eh bien, est-ce qu'on est capable d'être en amour pour soi? Dans notre société, c'est compliqué, je pense. On ne nous a pas appris ça pour le coup. C'est pas naturel, tu vois. Ça demande quasiment un chemin de déconstruction, reconstruction. Ou comme je disais, non pas de développement personnel, mais de dépouillement personnel. Il faut d'abord déconstruire, assainir, et ensuite reconstruire comme on le veut, de soi à soi. Et non pas dans l'idée de dire « Ah ben non, c'est pas lui, ah ben c'est que c'est pas lui, ah ben je vais en prendre un autre, ah ben non, c'est toujours pas lui. » Adopteunmec.com ou Tinder. Bon ben voilà, mais ça marche pas en fait. Alors là, ceux qui vont faire ça, ils vont se perdre, je pense. Donc, les comportements humains, tu les connais bien. On va y revenir après. En tant que thérapeute, tu en as vu passer plein des cas dans ton Oh oui. On va y revenir après. Qu'est-ce qui peut te mettre en colère dans la vie à part la crise sanitaire qu'on vient de passer? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en colère? Alors moi, je suis quelqu'un, tu vois, je suis assez sanguin, comme je suis quelqu'un de sensible, je monte très vite, je redescends très vite, mais je monte très vite. Donc plein de choses peuvent me mettre en colère. Si je vais toucher des choses un peu plus profondes, je pourrais dire que ce qui me met en colère, c'est quand les gens décident de ne pas faire le job. Quand les gens décident de rester vraiment dans une dimension où le problème c'est les autres, où ils se victimisent, où ils veulent absolument soit se faire remarquer, soit se faire plaindre, soit, tu vois, et qu'en même temps, ils vont pas justement faire de thérapie, ils vont pas voir ce qui va pas pour reprendre ça en main. Et vivre en plus souvent des grands phénomènes de résilience, c'est-à-dire que leurs plus grands traumas sont souvent le plomb, et donc avec tout le potentiel d'or qu'il peut y avoir derrière, de ces alchimistes qui pourraient transmuter leur plomb en or, eh bien ça me met facilement en colère. Ça me met en colère parce que tu ne peux même pas discuter avec eux. Ça ne les intéresse pas. Donc tu ne peux que écouter ou leurs plaintes, parfois leur donner des conseils qu'ils n'écouteront pas parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Hein. Ils viennent plutôt prendre de l'énergie ou ils viennent plutôt
voilà, se victimiser ou s'infantiliser. Et pour moi, c'est pas OK parce que on n'est pas venu sur Terre pour involuer. C'est comme une fleur. D'abord une gangue, il y a une graine dedans, ça pousse, ça sort, elle s'ouvre. Il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil, et puis après, à un moment, elle est magnifique, et puis elle meurt de sa belle mort. Et donc, elle a fait son chemin d'évolution, quel qu'il soit. Ben, un être humain, pour moi, c'est un enfant déjà dans le ventre, puis il naît, puis il grandit, puis il va perdre d'une certaine manière sa nature profonde, il va se normaliser, parce qu'on va lui mettre des lois, des règles, un contexte, les parents, le couple parental et tout ça, machin truc. Puis à un moment, il devient grand, et puis à un moment, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas compris, la vie va lui renvoyer plein d'informations, plein d'événements, non pas pour le punir, non pas pour qu'il se victimise dedans, mais pour qu'il s'en occupe, en fait. Et alors, je suis assez tolérant à 20, 30, 40 ans. Au-delà, ça m'énerve. C'est-à-dire que quand à un moment, je sens bien que la personne n'est pas dans la dimension de sa souffrance, mais qu'elle est dans la victimite, c'est-à-dire qu'elle utilise son histoire pour se plaindre, là, c'est pas OK pour moi. Ça me met en colère. Ça me met vraiment en colère. Ce qui me met en colère aussi, c'est quand les gens se moquent de ce métier. Parce que ce sont des gens qui souvent n'ont même pas mis un pied chez un thérapeute et qui vont se permettre de remettre en cause des connaissances, des écoles de pensée, des choses que, par exemple, que moi j'ai traversées émotionnellement, physiquement, à travers des états modifiés ou des choses, et que d'un coup, ça m'est arrivé de voir des gens qui me balayent d'un revers de main. Ah non, mais la systémie familiale, c'est de la merde. Ah d'accord. Eh bien, les gens qui ont travaillé pendant 20 ou 30 ans, 40 ans là-dessus, te disent un grand merci. As-tu déjà lu un livre? Non. As-tu déjà été faire une constellation familiale? Non. As-tu déjà travaillé sur ton arbre? Non. D'accord. Moi, c'est dégage, en fait. C'est pas entendable pour moi, ça. Maintenant, ça te touche ou ça te... Ouais, ça me touche parce que déjà, je trouve que ça remet en cause le sens et que j'essaye que je mets en place en tant que métier, mais aussi de ce choix que moi j'ai fait. Bon. Je trouve qu'il y a un non-respect. Et puis c'est surtout que si encore cette personne avait lu des choses ou qu'elle avait fait des constellations et qu'après elle me dise bah, en fait moi je trouve ça nul, ça marche pas, ou bah là ça peut être intéressant parce qu'on en parle, tu vois, on peut avoir un échange. Je ne demande pas aux gens d'en faire des vérités. Mais pas, je sais pas, c'est comme si tu me dis non mais le tennis c'est pourri en fait. Ah bon, t'en as déjà fait? Ah non. Non mais c'est pourri. D'accord. Tu connais les règles? Ah bah non, ça m'intéresse pas. Ah, d'accord. Bah, le gars qui est tennisman, comment tu veux qu'il prenne le truc? Il va pas se dire ah bon, bah ok, super. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper irrespectueux déjà. Donc en tout cas, le comportement, c'est plus quand c'est envers la thérapie, le thérapeute en particulier, c'est pas le comportement de quelqu'un qui va dénigrer n'importe quoi. Ça va être vraiment, alors il va critiquer bah là après, ouais, je parle effectivement de mon métier. Après, c'est même pas dérangeant le thérapeute. Moi, je m'en fiche que les gens y m'aiment pas. Comme je le dis toujours, moi je suis une opportunité de changement. Je suis là pour amener les gens dans leur zone de souffrance ou d'inconfort ou de refoulement. Et je suis là pour leur amener une lumière ou quelque chose, une conscience qu'ils n'ont pas parce qu'ils ont la tête dans leur guidon. Et donc ça, c'est mon métier. Et donc je suis aussi un porte-manteau émotionnel, tu vois, comme on dit. C'est-à-dire que j'accepte que les gens projettent leur colère, leur tristesse, leur peur sur moi, parce que quand ils font ça, ils sont déjà en train de faire le job, d'une certaine manière. Et après, ce qui est intéressant, c'est que comme j'accepte d'être le porte-manteau, bah, il y a toujours un moment où je leur explique quand même ce qu'ils sont en train de jouer. Et que forcément, s'ils jouent ça avec moi, ils doivent jouer ça dans leur vie, ou ça veut dire qu'il y a souvent une souffrance de l'enfance ou autre, nana, puis après, on s'en occupe. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils. On a des super outils. Des outils d'état modifié de conscience, des outils de systémie, des outils même énergétiques et autres, qui font que des fois, très rapidement, l'info, elle est mise à jour, la personne se révèle ou elle va beaucoup mieux, et elle repart dans sa vie. L'idée d'aller voir un thérapeute, généralement, c'est pas quand on va mal, en fait. C'est comme une hygiène, tu vois. On va pas forcément prendre une douche parce qu'on pue. Hein, on va prendre une douche peut-être tous les matins ou tous les soirs parce qu'on a une hygiène du corps. Et on se dit pas, tiens, j'ai pris ma douche lundi, bah, je suis peinard pour 15 jours. Sinon, vous avez moins d'amis, pour le coup. Et donc, du coup, la thérapeutique, c'est pareil. C'est un endroit où on peut se raconter, dire des choses qu'on ne dit pas aux copains, aux voisins, même parfois au mari ou à la conjointe, qu'on pose là. L'autre, il écoute, il ne juge pas. Il peut y avoir des dépôts émotionnels ou des mémoires ou des choses. Il y a des outils géniaux, où d'un coup, la personne a dit, mais
je ne sais pas ce que j'ai. Bah, allons voir, on la met en hypnose en état modifié, pam. Elle pleure pendant 20 minutes ou 30 minutes, elle se rend compte que c'est tel truc qu'elle n'a pas réglé qui la touche, et elle repart du cabinet avec un vrai smile, et moi, je n'ai pas forcément besoin de la revoir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour mettre les gens en dépendance, je suis là pour permettre aux gens de déposer leur souffrance, de les sortir d'une ornière, pour les remettre sur le chemin, sans être du coup directeur de conscience, c'est-à-dire que moi, j'ai aucune attente pour eux et je ne veux rien pour eux. Et après, quand ils décident vraiment de s'en occuper et qu'il y a de la résilience, mais là, par contre, je kiffe. Là, c'est génial. Non, mais je te jure, j'ai vu des gens incroyables. Incroyables, les changements en quelques séances, parce qu'ils étaient prêts, parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils ne se victimisaient pas dedans. Et du coup, là, tu te dis super. Ça nous évite le Prozac et les copains. Qui peuvent être bons à un moment donné pour sortir la tête de l'eau, mais qui n'est en aucun cas une solution viable dans le temps. Parce qu'on est avant tout des êtres émotionnels et qu'à un moment, il faut qu'on aille voir ça, en fait. Et on a vécu tous une histoire qui n'est pas parfaite, et à un moment, il faut aller voir son histoire. Et en plus, ce qui est vachement important, c'est de comprendre qu'on n'est pas son histoire. L'histoire, c'est juste ce qui s'est mis en place, c'est comme un bain, tu vois. On a baigné dans ce bain-là, mais on n'est pas le bain. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Tu vois, parce que, en gros, je suis dans un bain d'une certaine qualité, mais quand je grandis à un moment, ce que je ne me rends pas compte, c'est que même quand je prends mes valises, je m'en vais avec ma baignoire, tu vois, avec mon bain. Et qu'à un moment, je dis, il m'arrive toujours les mêmes choses. Non, oui, mais parce que tu n'as pas nettoyé l'eau du bain, en fait. L'eau est sale, mon ami. Il faut t'en occuper. Il faut aller faire quelques séances. Et pour peu qu'il aille nettoyer un petit peu son eau sale ou ses mémoires, et que tout ça soit entendu, reconnu, déposé, à peine l'eau du bain sale s'en va, et il y a de l'eau propre qui arrive, tu vois. Et d'un coup, ils sont plus soumis à une espèce de transe, on appelle ça, tu sais, une transe névrotique, tu sais, où les gens rejouent des choses sans s'en rendre compte, comme s'ils dormaient. Puis d'un coup, quand ils se réveillent, ou quand ils s'éveillent, ou quand ils font une mise à jour ou une mise au jour, une mise en conscience, ils disent, ah putain, mais c'est pour ça que j'ai vécu ça tant de fois. Bah oui, t'avais pas compris en fait. Donc la vie t'a remis l'exercice, jusqu'à ce que tu comprennes. Alors, il change la forme, garde le fond. Hein, c'est bien fait, c'est bien fait. Non, mais c'est bien fait. C'est bien fait. On sent que t'es animé par la colère. Non, mais qu'est-ce qui t'anime dans ta vie perso? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'anime dans ma vie perso? Eh bien, c'est de pouvoir profiter. Je crois que c'est ça qui m'anime. Déjà, moi, j'ai besoin d'avoir des temps en famille, avec ma femme, avec ma fille. J'ai besoin de sentir ça. J'ai besoin de sentir que je ne passe pas à côté et de ma vie de couple et de ma vie de papa. Parce que ça, c'est important. Moi, j'ai pas eu de papa. Enfin, j'ai eu un papa jusqu'à 10 ans que je n'ai plus vu avant l'âge de 33 ans. Donc voilà, et donc c'est très important pour moi ça, tu vois, je répare d'une certaine manière, je surinvestis l'endroit qui a été sous-investi, vous voyez, mais je le fais en conscience, c'est-à-dire que c'est hyper important de voir ma fille grandir, de passer du temps, de vivre des choses, et puis de partir voyager, vivre des choses un peu inédites, d'avoir un rapport peut-être à la nature ou aller faire. Je suis parti faire du vélo dimanche dernier avec ma femme et ma fille, c'était super. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin dans ma vie perso, j'ai envie de te dire, c'est comme si c'était une inspire. J'ai besoin du coup de me retrouver un peu seul, en famille, les amis aussi, tu vois, vivre des choses, rigoler, m'amuser, machin, pour pouvoir vraiment repartir dans le métier, parce que le métier, il est dur, quoi. Hein. Je parle souvent du viol le lundi matin à 9h, mais ça m'est arrivé souvent, ça. Hein. Déjà, le lundi, c'est un truc, il faudrait l'enlever de la vie, ça ne devrait pas exister le lundi. On devrait arriver directement le mardi. Et quand tu arrives le lundi et que tu as ton week-end et que tu n'as pas forcément envie d'aller bosser, et qu'à 9h05, tu es en train de gérer un viol d'une femme, généralement, qui a vécu ça enfant, petite, machin, c'est pas rigolo. Ou que derrière, tu gères le divorce, ou que tu gères la mémoire de tel enfant qui a été battu ou torturé, ou ci, ou ça, ou ça. Les gens, ils viennent pas me voir pour prendre le café, tu vois. Hein. Donc, soit déjà, ils sont quand même dans un niveau de résilience ou un niveau de... ils sont conscients, ils font le boulot, puis ça fait un moment, donc là, il y a quelque chose qui s'allège dans le temps.
Mais quand c'est la première fois qu'on se rencontre et que les gens ils arrivent un peu en mode burn-out ou en mode vous êtes ma dernière chance, j'en peux plus, et que ça fait 50 ans qu'ils auraient dû aller voir quelqu'un et qu'ils viennent maintenant, bah tu te prends le paquet quoi. 10 heures, au revoir madame, deuxième personne. Et donc tu vois, c'est un métier où s'il n'y a pas une ressource dans le perso, là c'est mort. Hein. Donc soit tu commences à te plaindre à ceux qui viennent te voir, c'est moi qui vais pas bien, vous pouvez m'écouter. Soit à un moment, tu fais un burn-out où tu perds l'œil qui brille. Et donc, et je crois aussi que ce sont des métiers, il faut être, comme tu dis, passionné ou animé de quelque chose parce que je pense que c'est pas simple de le faire 20 ans, 30 ans, tu vois. Moi, j'en suis à 10 ans et je sens bien quand même qu'il y a... que ça vibre moins, qu'il y a quelque chose tu vois, qui est tellement intégré ou acquis que, voilà, il y a quelque chose qui est... Alors, ça m'aide dans ma structuration, tu vois, ça m'évite de me faire kidnapper par l'autre émotionnellement ou de vouloir le sauver, parce que ça, j'ai appris qu'il fallait pas... c'est pas bien. Un accompagnateur, c'est pas un sauveur, mais c'est pas si simple pour plein de thérapeutes, hein, quand même. Mais il y a un moment où tu sens effectivement que c'est un métier où il pourrait y avoir ou une forme de lassitude ou quelque chose qui fait que t'entends tellement les mêmes histoires qu'à un moment, c'est là où moi j'ai senti aussi le besoin là, du coup, de passer formateur. J'ai senti que justement du temps avait passé, j'avais intégré beaucoup de connaissances, des formations, j'avais accompagné beaucoup de gens. Il était temps de resynthétiser tout ça et de former des gens qui, eux, avaient encore l'œil brillant, la niaque, l'envie, tu vois, et de faire une formation sur l'accompagnement thérapeutique. C'est-à-dire, c'est quoi accompagner? C'est pas sauver, c'est pas être directeur de conscience, tu vois, etc., etc. De redonner des outils, de redonner de la théorie, de la pratique, beaucoup de pratique, d'expérientiel et tout ça. Et là, je sens que ça vibre de nouveau, autre niveau. Ça vibre pour toi, ouais. Mais c'est bien qu'il y avait un petit... tu as senti un décalage de posture chez certains thérapeutes. C'est quoi le déclencheur de cette formation? C'est pas juste, tiens, je vais... Alors le déclencheur, c'était ce petit côté un petit peu lassitude de toutes ces consultations que je faisais, parce que je faisais quasiment 7-8 personnes par jour, hein, du lundi au vendredi, plus des stages le week-end, je t'explique même pas. Alors, pas tous les week-ends, hein, bien évidemment, mais quand même. Et il y a eu une forme d'épuisement. Et à travers cet épuisement, il a bien fallu que je me pose la question de la suite. Et il s'est passé 2 événements assez déclencheurs. Le premier, c'est quand j'ai eu 3 dégâts des eaux usées dans mon cabinet et que j'ai tout nettoyé à la main. Et c'était des eaux usées. Hein, c'est-à-dire que je ne vous fais pas l'image ni l'odeur, mais en gros, on est quand même là-dedans. 3 fois en 3 mois, où là, j'ai senti qu'il y avait un truc qu'il fallait que je comprenne. Quand j'étais en train de gratter avec mon éponge le caca de tout le monde, j'ai dit là, non, c'est pas OK, ça va pas. Et donc là, j'ai compris effectivement, vu que cette MERDE venait des étages supérieurs et que tout revenait chez moi, j'ai bien compris que là, j'étais en train de nettoyer le truc des autres et que c'était pas OK, ça. Et donc, j'ai senti, tu vois, comment je donnais trop de ma personne, ou énergétiquement, ou émotionnellement, et qu'à un moment, je me faisais intoxiquer beaucoup par les mémoires de tout le monde, et que j'avais pas ce recul-là. Et donc ça m'a permis déjà de faire un bon travail sur cette dimension d'accompagner, de pas sauveur, de pas se faire englober dans la bulle de l'autre. Il n'y a pas eu des petits signes avant? Ça a tout de suite été les gros dégâts des eaux? Il y a eu une lassitude qui a duré assez longtemps, c'est-à-dire que je n'écoutais pas mon épuisement. Il y a eu les dégâts des eaux qui m'a fait vriller et qui m'a dit « Ok, plus jamais ça hein. ». Et puis, il y a eu la rencontre avec un thérapeute qui, justement, a essayé de prendre le pouvoir sur moi en me racontant n'importe quoi. Et comme moi, je connais quand même bien mon histoire, comme je me connais bien intérieurement et que je connais un petit peu même transgénérationnellement et autres, plein de choses, je lui dis « Bah non, là, je suis pas d'accord. Là, non, ça, c'est non et c'est sûr. Genre, vous avez un jumeau dans le ventre ?» Je dis « Non, j'ai refait plusieurs fois ma naissance. J'ai jamais connecté de jumeau. Hein, donc, non. » Donc ça, puis je sentais qu'il perdait un peu du truc, et qu'à un moment, il a quand même essayé d'être dans ce côté de prise de pouvoir, et d'être convaincant ou d'affliger un peu sa vérité. Et donc là, ça ne s'est pas bien passé du tout avec moi. Et quand je suis sorti de ce truc-là, là, j'ai dit OK. Je dis là, c'est pas possible. Il faut assainir l'accompagnement, tu vois. Je veux dire, moi qui ai plein de thérapeutes, ça ne me dérange pas, c'est la suite logique, pourquoi pas.
En plus, il y a plutôt une bonne volonté, mais c'est pas parce qu'on a une bonne volonté qu'on veut faire bien qu'on fait pas de la merde, en fait. Et là, je me suis dit, cette personne-là est dangereuse. Et je me suis dit, ça, c'est pas OK parce que c'est typiquement ce genre de personne qui décrédibilise tous les autres, moi en passant dedans, auprès justement du corps médical ou des gens qui sont plutôt dans des approches scientifiques et autres. Et donc, je me suis dit, là, du coup, cette formation, je vais non seulement transmettre de la théorie, des outils pour que les gens soient opérationnels, mais je vais vraiment travailler à la dimension de l'éthique, de ne pas être justement un directeur de conscience, de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre, d'être dans une intégrité, d'être dans une posture, d'être dans une éthique qui fait que c'est propre, le job il est bien fait, on ne fait pas pour l'autre, on accompagne l'autre quand l'autre il va vers son autonomie, sa responsabilité, sa liberté d'être. Quand il atteint ça, au revoir, merci. Et ça m'a... Si tu veux, c'est comme des convergences, quoi. Hein. Il y a eu cette évidence. Et donc, j'ai vraiment réfléchi à cette formation. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que j'ai créé les modules et la structure qui s'est fait finalement très facilement, très rapidement, boum, le jour où je l'ai posé en ligne, j'ai eu une inscription. #Morgane. Et cette inscription, elle m'a montré qu'il fallait que je tienne le coup, parce que j'étais fébrile, parce que je me disais, mais est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis prêt, pour qui je me prends Mais il y avait une autre partie qui disait, attends, t'as fait du job, t'as fait plus de 500 accompagnements, des stages, des machins, des trucs, des cours, des formations, des trucs. Et cette inscription dans le jour même, ça m'a dit oui. C'était comme une validation, et du coup j'ai tenu, j'ai communiqué, puis finalement ces inscriptions se sont faites très facilement. La première session de Compétences Plus, voilà, tout seul, un peu. Puis après, j'ai appris, hein, les pauvres, ils ont été les premiers, tu sais. Après, j'ai vu ce qu'il n'y avait pas, ce qu'il fallait améliorer, ce qu'il fallait modeler. Et jusqu'à la session 5, et là, tu vois, dans la nouvelle d'octobre, là, je rajoute 2 modules de plus, j'expertise encore, je vais créer des nouveaux cours, des choses que je n'ai pas eu le temps là, de donner, mais que je leur retransmettrai en audio, parce que je m'enregistrerai sur tout ce qui est un peu nouveau, pour qu'ils puissent faire la mise à jour. Ça, j'ai besoin de faire ça, c'est important. Donc, tu as fait la transition, c'est fini l'accompagnement individuel? Alors, non. Alors, déjà, c'est pas fini pour ceux que j'accompagne depuis longtemps, parce que quand même, je trouve que voilà, je connais bien leur histoire, on se connaît bien, on a fait des stages, plein de choses qui font qu'il y a une confiance qui s'est installée. Ça, j'ai pas envie non plus de dire au revoir, merci. Donc, les gens que j'accompagne depuis longtemps, c'est toujours ouvert. Après, l'idée, c'est quand même à travers la formation de former des gens à l'accompagnement thérapeutique. Donc, c'est aussi de leur renvoyer à eux du monde pour qu'ils puissent réussir, tout simplement, leur carrière ou leur reconversion, ou simplement qu'ils puissent prendre de la dimension, une ampleur. Et puis, moi, j'accompagne encore beaucoup maintenant, surtout au niveau du thème. Hein, je fais le thème astro et puis les révolutions solaires. Donc ça, j'ai gardé. Ce sont des séances qui durent 1h30 ou 2 heures. Parce que là, c'est ce qui me plaît le plus, c'est une expertise. Et ce que je trouve génial, c'est que justement en 2 heures, je vais leur expliquer à peu près tous les gros enjeux de vie. Et puis, qu'est-ce qui pose problème, sur quoi il faut aller bosser, qu'est-ce qui ne va pas, quel outil il faudrait utiliser pour aller bosser, nanana. Et une fois que je leur ai fait ce diagnostic, je les renvoie du coup à d'autres pour aller faire le job. Ou alors, ce que j'ai gardé, c'est des ateliers en collectif, tu vois, alors soit sur des week-ends comme l'enfant intérieur, l'appel ou la souveraineté, la trilogie là, soit je fais des ateliers aussi de constelles, de valeurs et autres. Et là, les gens, ils viennent bosser une journée entière, tu vois. Et là, ça bouge. Là, ils ont des super résultats parce que là, on n'est pas juste assis en train de parler, tu vois. Il se passe vraiment des choses fortes, très fortes quand c'est un week-end, parce que là, on a 48 heures pour les amener dans leur mémoire émotionnelle, t'imagines bien. Et constellation aussi, parce que c'est un outil tellement puissant que là, généralement, il y a des avant-après. Et donc moi, mon idée, c'est quand même de passer ce relais, déjà d'être cohérent et donc de passer le relais, de garder quand même mon expertise astro, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent me voir juste pour du conseil en regardant un peu les enjeux du moment, les trucs et les machins, donc ça me permet quand même de les accompagner là-dessus. Et puis après, de faire du collectif, parce que j'aime l'énergie collective. Quand il y a 14 personnes qui sont en train de revivre leur naissance, ou qu'il y a 14 personnes qui se retrouvent à dire non à papa et à maman, c'est juste du bonheur. Ça part dans tous les sens, ça libère, et les gens, il y a un avant-après, tu vois. Et moi, c'est quand même ça mon sens. Le sens pour moi, c'est un accompagnant ou un thérapeute, il vient amener un mouvement. Il ne vient pas que donner du sens mental, parce que ça suffit le mental en fait. Ça suffit le mental. Il faut aller voir plus profond. Il faut aller voir l'émotionnel. Et à un moment, pour moi, c'est la porte d'entrée
de l'épanouissement et du bien-être, l'émotionnel. Parce que quand on nettoie nos os sales, mais là, vraiment, ça se passe bien. Tu vois, d'ailleurs, quand il y a des gens, il y a beaucoup qui viennent me voir en me disant moi, monsieur Cano, je veux juste être en joie. Voilà. Ah, super. Bon. Je leur dis alors, du coup, on va travailler sur la tristesse. Ah non, 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 c'est pas ce que je vous ai dit. Moi, je veux juste travailler la joie, la joie. Je leur dis oui, mais ce sont des vases communicants. Plus vous allez travailler votre tristesse et vos mémoires de tristesse, plus vous allez être vraiment joyeuse. Et pas en Canada Dry de joie, quoi. Ah, je suis joyeuse. Non, t'es pas joyeuse, t'as envie de pleurer. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas vendeur. Moi, je suis pas un bon vendeur. Enfin, bon, si je fais pas non plus des stages en disant stage sur la peur, sinon personne ne viendrait. Donc je vais plutôt faire stage sur la paix. Ah, super. Ah, mais on va travailler la peur quand même. Ah non, c'est pas ça. Tu vois, j'arrive à un peu. Mais il faut reconnaître ça, tu vois. Quand on reconnaît nos mémoires de souffrance, on atteint vraiment une vraie joie d'une certaine manière, tu vois. Quelque chose de, c'est pur, en fait. C'est vrai que dans tes constellations, il y a des sujets très profonds, des traumas, on va chercher des traumas bien ancrés, des drames, hein, et que tu arrives à faire sortir, à faire jaillir, et à la fois, l'inconfort est vraiment petit parce que tu mets beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dynamisme dans les constellations, en fait. Merci. Je ne vais pas parler en mon nom là-dessus, mais effectivement, j'ai cette capacité à savoir faire des blagues dans les grands moments de tension énergétique. Parce que des fois, c'est ça qui va faire passer la pilule, ou c'est ça qui va amener la soupape. Parce que la souffrance, c'est une chose, mais on n'est pas notre souffrance. C'est pareil, on est beaucoup plus que ça. On n'est pas notre chemin, on est beaucoup plus que ça. Et donc du coup, si on s'identifie à son histoire et à sa souffrance, d'une certaine manière, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on y est attaché, ou parce qu'elle nous possède, ou parce que parfois même elle nous identifie. Un peu comme je disais sur les gens qui utilisent la victimite. C'est-à-dire, oui, mais toi, tu ne me comprends pas, t'as pas été violé à 5 ans, quoi. Ouais, ok, excuse-moi, j'ai pas été violé à 5 ans, mais c'est pas pour ça que j'ai le droit de rien dire, ou que tu as plus raison que moi, ou tu vois, des gens qui utilisent ça. Ou ouais, mais toi, tu peux pas comprendre, t'es pas noir, donc du coup, tu connais pas. Non, c'est vrai, je suis désolé, excuse-moi d'être blanc. Maintenant, moi, quand j'ai vécu en Guyane et que j'ai connu le racisme blanc, j'ai bien vu le truc, hein, j'ai bien senti. Hein. C'est pas plus rigolo de son côté que du mien. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a ça, comme je te disais, c'est pas ok pour moi. Et du coup, derrière, c'est aussi de permettre aux gens d'arrêter ce truc-là, quoi. Ils se noient dans leur café ou dans leur souffrance. Alors, je dis pas qu'il faut pas reconnaître cette souffrance et la déposer. Et justement, les thérapeutes, ils sont faits pour ça, c'est leur métier. Mais il faut, un moment, ne pas s'embourber dedans, tu vois, et se victimiser avec. Et ça, les gens, c'est compliqué d'entendre ça, parce qu'ils ont l'impression du coup que t'es dur, que t'es froid, ou que carrément tu jouis de leur souffrance. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, je me dis, mais à quelle heure je vais jouir de ta souffrance, mon ami? J'ai autre chose à faire. Par contre, toi, ça te permet de me mettre vraiment dans le rôle du sadique ou de je sais pas quoi. Et ça, va peut-être falloir arrêter de jouer ça, parce qu'elle l'a joué avec, elle l'a vécu avec son père, et puis elle l'a rejoué avec ses hommes qu'elle a trouvé dans sa vie pour rejouer le sadique. Et ça, à un moment, il faut qu'elle apprenne, qu'elle dépose la souffrance qu'elle a vécue à travers vivre avec un sadique, tu vois. Mais à un moment, qu'elle en reprenne la responsabilité du choix ou de la co-création qu'il y a eu là. Comme je dis, il faut être deux pour faire un jeu. Et pour qu'à un moment, elle dise, plus jamais ça, stop, quoi. Et qu'elle aille chercher, du coup, cette puissance, cette capacité à dire non, à pas se faire intruser, à pas se faire écraser, à pas se faire humilier, à maintenir son territoire, son intégrité, tu vois. Ça se travaille, quoi, je veux dire. Mais si elle fait ce travail-là et que d'un coup, elle dit merde au sadique, waouh, ça va lui changer la vie. Et que le prochain qui va arriver, il sera plus là-dedans, parce qu'elle va le sentir venir, elle va dire, ah non, toi, c'est bon, je le connais, c'est bon. Merci. Est-ce que c'est le mental, des fois, qui peut empêcher ces personnes-là de passer à l'action, empêcher de voir, en fait, la réalité? Non, je ne crois pas que ce soit le mental. Pour moi, c'est plutôt la dimension inconsciente, tu vois. C'est vraiment le bénéfice qu'elles en tirent inconsciemment. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'eau du bain, elles ne se rendent même pas compte qu'il y a de l'eau. Mais non, mais il n'y a pas d'eau. Ah, si. Et donc, du coup, c'est même pas le mental, c'est parce qu'elles sont comme ça. Elles ne se rendent pas compte qu'elles tournent. Mais l'objectif du thérapeute, justement, c'est non seulement d'être une opportunité de changement, comment en leur montrant ça, pour qu'elle, à un moment, elle puisse faire « Ah oui, d'accord. Ah oui, ah là là !» Et là, je peux arrêter de faire ça. Mais tant que je ne me rends même pas compte que je suis en train de jouer le truc, je suis prisonnier. Et du coup, je me victimise, parce que souvent, le problème
en France, c'est qu'on va croire qu'on est puni. Ah, j'ai dû faire quelque chose, j'aurais pas dû faire ça, mais pourquoi moi, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, tu vois, c'est vraiment cette idée-là. Et les gens, ils n'ont pas compris qu'il n'y a personne à l'extérieur, en fait. Hein. Tout est à l'intérieur et tout est le reflet de notre intériorité. Et donc, à un moment, quand il y a quelque chose qui n'est pas accompli ou qui n'est pas OK, c'est ni bien ni mal. Ça dit juste, reprends ça en main. Occupe-t'en parce qu'on te le montre. On te le montre. Il y a quelqu'un comme ça qui... Je ne sais plus qui a dit ça, mais... Il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit « Ouais, de toute façon, dans ma tête, j'arrête pas d'entendre « Je suis nul, 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 je suis nul. » Il dit « À votre avis, ça veut dire quoi ?» Je dis « Ça veut dire que vous êtes nul. » « Non, ça Je dis « Ben oui, écoutez le message. Maintenant, allez voir pourquoi vous vous pensez nul. » Et là, on a commencé à travailler. Parce que d'un coup, il a eu le fil. Ah, parce que telle fois, puis bah, finalement, tu sais bien comment ça se passe. Hein, on arrive toujours au final à papa-maman. Hein. Donc, si tes parents passent leur vie à te dire que t'es nul, bah, grande chance qu'à un moment, tu te le dises toi-même. Tu introjectes la loi du père. Ou tu repars avec tes bagages là-dessus. La manière dont tu as été perçu, bah, tu vas rejouer ça, même parfois pour être aimé. Si ton père a dit que tu étais une grosse merde et que tu passes ton temps à dire que tu es une grosse merde, bah, c'est une forme de loyauté à papa en disant bah, ouais, pour être aimé de papa, moi c'est comme ça que j'ai été aimé, donc c'est comme ça que je m'aime. Ok. Alors ça paraît un peu tordu, tu vois, mais en fait ce sont souvent des choses très simples qui nous font extrêmement souffrir. Hein. Mais où dans l'inconscient, il y a une espèce de soupape là de ah, je rejoue le truc, c'est super. Je vais encore me le faire payer, tiens, un petit peu. Est-ce que dans ta formation, tu fais du coup des études de cas? Est-ce que justement sur ces personnes-là qui n'arrivent pas à avoir du discernement sur leur... Ben, souvent, tu vois, c'est ce qui m'arrive, souvent c'est que je reçois dans mes formations, il y a toujours 8 personnes à peu près pour garder le côté qualitatif et puis qu'on ait du temps. Mais je les accueille souvent comme des enfants, d'une certaine manière. En plus, ils ont, tu vois, cette image de vouloir faire une formation un peu classique. On est assis, on écoute le cours, on écoute le professeur, on a des devoirs, on doit lire des livres, et puis à la fin, on a un mémoire à faire, et puis on a une bonne note, et puis on a le diplôme, tu vois. Ouh là là, pas du tout. Ouh, ben non, pas du tout. Et donc, moi, je vais plutôt travailler avec, effectivement, les études de cas, c'est souvent, autour de la théorie, où là, je viens dire, bah voilà, si vous voulez accompagner un deuil ou un viol ou ci ou ça, bah voilà, et voilà tout ce qui m'est arrivé, voilà les cas que j'ai vécus et voilà comment je les ai accompagnés, nanana. Après, je donne des outils plus ou moins pertinents suivant le cas et puis des process pour accompagner. Mais si tu veux, ce qui va être super intéressant, c'est qu'eux-mêmes, ils vont travailler leur histoire en fait. Parce que moi, je les fais passer dans leur spirale dynamique à eux. Et le titre de ma formation, c'est quand même s'accompagner soi pour accompagner les autres. Donc le piège, il est là, si tu veux. C'est qu'ils arrivent en mode bons élèves, premier de la classe, et puis moi je leur dis bon, alors maintenant vous allez fermer les yeux, et puis pouf, on va retourner vers l'enfant intérieur. Et là, si tu veux, ça bouge, ça pleure, ou ça va vivre des choses très fortes, et ils sont déjà du coup en train de nettoyer. Alors, après, il y a du débriefing, en plus ils sont souvent en binôme, donc ils sont obligés quand même, quand je leur apprends un outil, à le faire tout de suite sur l'autre. En plus, là, souvent, il y a des pratiques, ils font des pratiques, tu sais, intermodules, où ils se rencontrent, ils se voient pour pratiquer leur hypnose, pratiquer ci, faire l'arbre, machin, truc. Et donc, c'est génial parce qu'ils s'entraînent, ils sont cobayes avec la petite équipe. Puis, je peux t'assurer que l'équipe de 8, 12 mois plus tard, ils sont copains comme cochons, hein, parce qu'ils ont tellement traversé des choses ensemble, ils ont vécu leur naissance, ils ont travaillé sur papa, sur maman, ils ont travaillé sur leur histoire. Ils ont travaillé aussi sur le plaisir ou tout ce qui les empêche d'accéder à ça, jusqu'à la dimension jaune, où d'un coup, on arrive à faire vivre des reliances et des connexions au cœur, au soi, tout ça. Et ils repartent, c'était bien, c'était super. Alors, moi, je dis que c'est une formation pour travailler sur son identité profonde. Et pour moi, elle est là, la légitimité. C'est pas le bout de papier que je leur donne, la légitimité. D'ailleurs, comme je leur dis souvent, si j'ai bien fait mon job, au dernier module, vous n'avez plus besoin de vos cours. Parce que c'est intérieur. Mais le job pour moi, c'est qu'ils aient retraversé leur histoire, leur mémoire, leur spirale, qu'ils aient déposé la souffrance, qu'ils soient sortis de l'identification à leur histoire et à cette souffrance pour aller se rencontrer dans un inédit. C'est ça le job pour moi. Et ça j'y arrive. Et du coup, c'est hyper nourrissant pour moi. Quand je les vois partir, là, tu vois, il y a 15 jours, il y a la session 4 qui a terminé son 5e module. C'était beau, c'était du code jaune, donc
On a fait des reliances, des choses, c'était très beau, ils se connaissaient tous, ils se sont fait des bisous pour se dire au revoir. Il y avait les petites larmes, les petits machins. En plus, il y en avait une qui avait son anniversaire, on a fait un gâteau d'anniversaire. C'est plus qu'une formation, c'est une aventure humaine, il y a quelque chose. J'ai eu écho. Tu as eu écho, tu as tes sources. Et donc, du coup, tu vois, ça m'anime. C'est-à-dire qu'au-delà du côté métier de faire une formation, il y a toute cette humanité qui se déploie. Et je les vois souvent, les gens, ils arrivent, tu sais, dans leur premier code, là. Bam, bam, c'est des petits garçons, des petites filles, tu vois. Et la vie, en plus, c'est génial. Elle se met à leur service pendant les entre-modules. Il y aura eu plein de choses qui correspondent au code, à leurs problématiques, à leur enjeu de vie, mais en mode... Tu vois, ils sont comme ça. Et à un moment, bah, ils en sortent. C'est-à-dire que d'un coup, il se passe quelque chose, ils disent « Waouh, mais j'ai jamais vécu ça », ou « Je pensais pas que je pouvais m'autoriser ça, ou vivre ça, ou répondre à mon besoin, ou à mon envie. » Et d'un coup, ils se rencontrent. Et là, c'est génial. Et moi, ce que je veux, c'est que justement, ces gens, ils aient... Même s'ils n'en font rien de cette formation, mais avec ce qu'ils auront traversé pour eux, avec la rencontre humaine du collectif, et avec quand même toutes les graines et toutes les informations qu'ils auront reçues, ils repartent hyper riches. Et ils vont pouvoir... Tu vois, moi, c'est ce que je leur dis, j'imagine que c'est des petits soleils qui deviennent des grands soleils. Et quand ils repartent dans leur ville, dans leur vie, et ils rayonnent ce truc-là. Et même s'ils ne sont pas thérapeutes, ils vont peut-être intégrer qui ils sont dans leur pratique, dans leur métier. Tu vois, j'ai formé des médecins, j'ai formé des psychiatres, j'ai formé des ostéos, donc des gens qui n'ont pas forcément après faire de l'hypnose et tout ça, mais qui vont avoir un autre regard sur les choses, une autre perception, qui vont... Mais j'ai formé des gens... comptables qui n'ont pas fait grand-chose, si ce n'est de se dire oh, j'ai changé et j'ai un regard sur le monde ou sur moi qui est complètement différent. Et ça, pour moi, c'est ça la réussite pour moi. Elle est vraiment là. Mais après, j'ai cette exigence de me dire que quand ils sortent, avec tout ce qu'ils ont, parce que moi je donne des cours papier, ils ont le droit d'enregistrer les audios, avec tout ça, eh ben pour moi, ils ne peuvent que réussir. Parce qu'ils sont déjà meilleurs que plein d'autres qui font de la merde. Tu vois, déjà. Et qu'en plus, en recevant des gens, en continuant à s'accompagner, tu vois, après il y a des supervisions, il y a plein de choses, je continue à suivre derrière le truc, et il n'y a pas de raison. Je leur dis souvent, c'est des bébés thérapeutes. Vous êtes des bébés thérapeutes. Et donc ça va vous stresser, vous allez avoir peur, mais à un moment, vous allez devenir des thérapeutes, puis à un moment, des vieilles badernes dans la thérapie, hein, qui n'ont plus l'œil très frais, tu sais, comme je disais. Et là, il faudra peut-être faire autre chose. Mais c'est comme si... ils obtenaient un permis. Tu vois, quand tu obtiens ton permis de conduire, putain, tu sais pas conduire en fait. Ça, tu as fait 20 heures comme tu as pu avec un mec qui freinait pour toi. Tu vois. Là, tu as ton permis, tu prends la voiture tout seul. Puis au bout d'un moment, tu t'habitues. Le permis de se conduire dans sa vie, le permis de conduire, bon ok, tu deviens autonome, tu as ta voiture, tu roules et tu fais ce que tu veux. Mais ça n'arrive pas le lendemain du permis, ça demande du temps. C'est pour ça que les assurances, d'ailleurs, elles le savent, hein, elles te mettent des 200% d'assurance. Thérapeute, c'est pareil, ou comme plein de métiers. Quand tu débarques dans le métier, il faut au moins te donner 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, comme on dit, au bout de 10 ans, là, tu as une valeur infinie de ton métier parce que tu le maîtrises. Et donc, moi, l'envie, elle est là. Vraiment, j'ai envie d'accompagner beaucoup de gens à vivre cette espèce de vie-mort-renaissance ou d'émergence de leur identité profonde, quel que soit ce qu'ils en font après. Ça me... Moi, ceux que je connais qui se sont inscrits à la formation Compétences Plus, ils étaient très consciencieux de leur métier en tant que médecin déjà bien établi ou en tant que thérapeute. Ils ont quand même senti l'appel d'être plus consciencieux, en tout cas d'être plus en relation avec leurs patients, leurs clients patients. Il y avait quelque chose comme ça aussi. Hein. C'est clair que la thérapie, il y a les bons thérapeutes puis il y a les mauvais thérapeutes. Non, mais tu vois, la thérapie, elle doit être humaine. Mais être humain, c'est pas sauver l'autre. Être humain, c'est pas dégouliner d'empathie. Être humain, c'est être dans son humanité de thérapeute, c'est ne pas avoir pitié de l'autre, parce que ce qu'il a vécu était sûrement à la hauteur de qui il est déjà. Et ça, c'est important. Si tu as pitié de quelqu'un, renvoie-le chez quelqu'un d'autre, c'est que tu ne sauras pas l'accompagner. Mais c'est pas parce que j'ai pas pitié que j'ai pas de cœur. Hein. Mais par contre, justement, je vais être une opportunité de changement. Je vais lui mettre un coup de pied au culte s'il a besoin d'entendre un truc qu'il ne veut pas entendre. Moi, je vais lui dire. Et je vais lui dire, regarde. Ou en hypnose, je lui dis, regarde là, là, là. Et là, il s'effondre et là, j'ai gagné. Et là, lui, il a gagné. Parce que là, il se rencontre.
là il dépose, et là il va mieux. Mais c'est un chemin. On n'est pas dans le côté médical de dire bah, prenez le petit cachet, ça va aller mieux. Non, non, nous on va aller voir la cause. Alors, il y a des gens qui disent que le pourquoi n'a pas d'intérêt, il faut travailler sur le comment. Les coachs travaillent sur le comment, les thérapeutes plutôt sur le pourquoi. Moi, ce que j'adore avec la spirale dynamique, c'est que les 4 premiers codes de la spirale sont vraiment reliés au pourquoi et qu'à partir du 5e, on rentre dans le comment. Et donc, c'est toujours pareil, il faut arrêter d'opposer, mettre le pourquoi c'est important et le comment aussi, tu vois. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. On ne naît pas adulte, on commence bébé et puis après on grandit. Et quand on vient faire du coach et qu'on vient faire du comment sans avoir été regarder le pourquoi, bah, ça ne marche pas en fait. Ou ça marche à un moment. Et donc moi j'essaie de leur faire retraverser les codes dans l'ordre, dans cet ordonnancement, pour qu'ils se prennent bien, tu vois, toute leur mémoire des 4 premiers codes là, tu vois, et qu'ils remettent tout ça à jour, qu'ils assainissent tout ça, qu'ils remettent du sens. Et quand ça s'est fait, hop, ok, on peut commencer à du comment, de l'inédit, le plaisir, le renouveau. C'est pas parce que j'ai jamais eu de diplôme que je peux pas retourner à l'école. C'est pas parce que j'ai toujours été gros que je peux pas être mec. C'est pas parce que j'ai toujours été, je sais pas, débile que je peux pas devenir intelligent. Là, c'est intéressant. Mais parce que la base a été assainie. Avant, j'ai un doute. Je n'en dirai pas plus. Je n'irai pas plus loin sur ce terrain glissant, savonneux. Donc parle-nous un peu de la spirale dynamique, là tu viens d'en parler. Écoute, la spirale dynamique, c'est un outil que je trouve très très pertinent parce qu'il est justement à large spectre. Hein. Il reprend le postulat que les grandes étapes que l'humanité a traversées se rejouent à l'intérieur de nous en accéléré. Un peu comme si quand un enfant venait naître, il récapitulait tous les codes jusqu'à son âge adulte de tout ce que l'humanité a traversé. Et donc ça c'est génial parce qu'il y a des parallèles hyper intéressants entre la sociogénèse, la psychogénèse, et on se rend compte que nous avons traversé des grandes étapes, nous aussi en tant qu'humains, de la conception à l'âge adulte. Et suivant comment se sont passées ces grandes étapes de notre enfance, etc., nous devenons qui nous sommes. Mais il y a quelque chose du coup de cristallisé. Et on va généralement en plus se stabiliser dans un seul code. Alors que tu vois, il y en a 6 plus 2 codes de lettres aujourd'hui, hein, même s'il y en a un peu plus. Et là, du coup, l'intérêt, c'est de repartir dans tous les codes et de venir remettre une pulsion de vie, une dynamique de vie, de nettoyer justement l'inconscient, tout ce qui a été refoulé, tout ce qui a été cristallisé, qui nous bloque, qui nous limite, machin, pour aller reprendre ça en main et de retrouver non seulement l'ensemble des codes à l'intérieur de nous, et ça c'est vachement agréable parce qu'on peut se promener dedans, et parfois il vaut mieux être dans un code que dans un autre, ou que ci ou que ça, et donc ça nous redonne une vraie liberté. Et puis c'est un outil qui est intégral. Il prend tout en compte. Il n'y a pas de ou. Il n'y a que des et. Tout le monde a sa place dedans, tu vois. Tous les corps de métier, tous les outils thérapeutiques, tous les thérapeutes, tout ce qui est histoire, tout peut être vraiment intégré dedans. Et c'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai jamais trouvé ça ailleurs. Enfin, vraiment, j'ai cherché un peu. Hein. Ça me paraît hyper pertinent. Et ce qui me paraît pertinent, dans la manière dont moi je l'ai reçu et dont je le transmets, c'est que le code jaune, ce n'est pas un code tel que beaucoup de gens dans la spirale dynamique le posent, mais c'est un code d'être. C'est un code qui relie au soi, à l'âme, à la transpersonnelle. Et du coup, je trouve que c'est beau parce que ça nous ramène vraiment à notre présence avec un grand P, à notre souveraineté, à qui on est nous, et en acceptant les autres. Et tu vois, il y a quelque chose de très très beau. Et ça amène une humilité de dire que je suis tout ça. Par contre, je ne suis pas code jaune, comme j'entends plein, parce que c'est une autre manière de penser. Oui, alors moi je suis jaune. Ah non, moi je suis carrément turquoise. Oh, carrément. Super. Et les autres codes, ah non, j'aime pas trop. Non. Ah bah, mais on ne te demande pas si t'aimes ou pas. C'est comme des poupées russes. Ah, j'aime pas la petite. Bah, non, tu la remets la petite. Elle est importante, tu vois. Ou la grosse. Ah non, bah la grosse aussi est importante. Bon, bah, une spirale, c'est des codes qui s'enchevêtrent, qui sont intriqués les uns dans les autres, et qu'on doit, pour moi, ouais, nettoyer, je sais pas comment dire, assainir. Mon prof, il disait qu'on venait récupérer les petits bouts d'âme qu'on avait oubliés en chemin. Bah ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a des choses qui sont restées figées dans les couloirs du temps, qu'on vient rechercher dans nos mémoires, dans ce qu'on a refoulé, et qui nous ont permis de survivre. Hein. C'est super que ça a été refoulé, parce que sinon on serait mort. Mais c'est pas parce que ça a été refoulé à un moment qu'il ne faut pas y retourner. Parce que sinon, il y a des zones qui sont intoxiquées chez nous, ou traumatisées, ou qui nous bloquent, quoi. Vraiment, des gens qui sont bloqués dans des mémoires, et c'est terrible. Et donc, je trouve que l'outil...
En plus, j'adore ce côté d'ordonnancement. C'est génial parce que tu vois, en plus en formation, ça me permet de faire des modules par code. Du coup, c'est génial pour moi, ça. Allez, quand on est dans le mauve, on parle de mauve, on montre tous les cas pratiques qu'il pourrait y avoir en mauve, les problématiques du mauve, les enjeux, les mots-clés, comment on travaille ça, quelle étape, comment on fait ça. Et du coup, c'est génial. Parce que non seulement ils reprennent dans l'ordre, et c'est plus cool. Prends un meuble Ikea, commence par le dernier numéro, tu vois, on va bien se marrer. Ben, déjà, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'on veut faire des fois. On veut régler des trucs sans reprendre la base. En disant, ouais, non, mais la base, on s'en souvient plus, on était petits, ça sert à rien. Mon pote, non seulement tu t'en souviens pas, mais c'est tes premières empreintes, c'est ton moule. Alors si tu n'en as rien à foutre de ton moule, bah, t'étonnes pas que ça coince, en fait. Bon, bref, je vais pas m'énerver. Mais, quand même, j'aime cet ordonnancement, j'aime du coup cette possibilité de prendre le temps dans chaque code de montrer de manière théorique les enjeux, les process, les accompagnements possibles, les solutions finalement, hein, pour accompagner les codes et les trucs, de leur apprendre à les distinguer chez quelqu'un quand quelqu'un vient, et puis de les faire retraverser les codes aussi, dans l'ordre. Et là, ça rigole moins, tu vois. Là, ça rigole moins. Et en même temps, que de merci, que de libération, que je peux t'assurer que souvent dans leur année, il y a un avant, un après. Même si, effectivement, après, c'est pas non plus une solution finalisée où ça y est, je suis dans le jaune. Et... Non, non. La vie continue. Mais, waouh, il y a quand même de la résilience, de la conscience, de l'inédit, Ils se désidentifient de tout ce qui les bloquait finalement. Et ça, c'est génial. Et c'est très clair. Moi, j'ai besoin que ce soit clair. Et que ce soit simple aussi. Tu sais, pardon, excuse-moi. Ben, il y a des outils, il y a plein de choses, il y a plein de connaissances, il y a plein de choses. Mais souvent, c'est simple. On n'a pas dit que c'était facile, hein. Je dis c'est simple. Et à trop complexifier, à trop mentaliser, à trop se perdre, et à ne pas aller voir justement les choses simples ou les bases ou les racines, ben on se perd. Et moi, c'est pour ça que je leur dis souvent, à la fin, vous n'aurez plus besoin des cours parce que ça va être tellement intégré à l'intérieur de vous que vous allez retrouver le bon sens de l'accompagnement parce que vous verrez des gens qui seront pris dans leur mémoire ou dans la tête dans leur guidon et eux, ils ne verront pas. Mais vous, parce que vous aurez traversé ça ou que vous aurez vu votre groupe traverser ça, parce que des fois, c'est des problématiques des copains de groupe qui ressortent à ton cabinet, tu dis « Ah, mais attends, comment on avait fait pour lui ? Ah oui, ça, ah, boum !» Et ça marche super bien, tu vois. Et bien, voilà, tu auras le recul, tu vois. Et là, tu accompagnes. L'accompagnant, c'est celui qui a le recul. Hein. Il a 2-3 coups d'avance. Il comprend l'enjeu. Après, il pose les questions, il enquête, pour être sûr. Ou il fait semblant de poser des questions, mais il sait très bien où il va. Il manipule l'inconscient de l'autre qui est en train de le manipuler. Tu vois, c'est ça qui est magnifique. C'est de la manipulation positive. Je vais faire croire à l'autre que je ne sais pas où je vais, et puis toum, je vais aller là. Clac, toucher. Oh, effondrement, restructuration, liberté ou autonomie. Et ça, j'adore. Tu disais que tu as ouvert la formation à d'autres personnes que des thérapeutes. Oui. Pourquoi là ? Bah, ceux à qui j'ai ouvert étaient en volonté de reconversion. Donc on a quand même pris le temps de faire les entretiens, de discuter, hein, quand même d'aller voir déjà si ce que je proposais pouvait correspondre à leurs attentes. Et puis de deux, de les autoriser justement à vivre cette reconversion, parce que ça n'aurait pas été juste. Et d'une part parce que moi j'ai vécu une reconversion comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation, je faisais carrément autre chose, et d'un coup je suis entré là-dedans, et 2 ans et demi après, j'ai ouvert mon cabinet. Bon, en ayant... et donc, ce que j'ai voulu en créant Compétences Plus, c'était aussi donner tout ce qu'il faut à une personne pour qu'elle puisse le faire sur une reconversion. Pas seulement des gens hyper pros déjà à qui... Parce que bon, là, ça peut être plus facile. Mais non, de dire, OK, si quelqu'un ne connaît rien, est-ce qu'à travers cette formation, il peut ouvrir son cabinet ? Et pour moi, la réponse est oui. Après, je ne dis pas que c'est facile, que tu vas avoir plein de clients. Mais moi, j'en ai pas eu plein non plus au début. Donc après, il y a toute la motivation... communiquer, commencer effectivement avec 1 ou 2 personnes par semaine, et puis petit à petit faire des ateliers collectifs pour se faire connaître, des conférences, enfin tu connais bien le truc, tu vois, après à chacun d'aller choisir ses stratégies de déploiement ou de développement, mais ce que je voulais, c'est qu'ils aient les théories suffisantes, les outils pertinents qui marchent bien, et puis de bien leur montrer que le thérapeute, c'est un travail de feignant. Un bon thérapeute, il bosse pas, il accompagne, il fait pas le job. Si tu veux, c'est comme le maître nageur quand il regarde l'autre faire son crawl. Non, pas comme ça, non. Mais il n'est pas en train de nager avec lui, hein. Lui, il marche. Ben, un thérapeute,
il écoute, il a son oreille thérapeutique, il écoute les enjeux de l'inconscient, il écoute, il pose des questions pour affiner un peu son truc, et puis à un moment, quand il met l'autre en hypnose, il veut rien pour l'autre. Il le met en hypnose, et à un moment, il lui dit, bon alors, vous êtes où? Il se passe quoi? Vous ressentez quoi? Si l'autre, tu lui dis, ah bah il y a un chat qui arrive, ben, suivons le chat. Ah bah tiens, je me retrouve dans un château fort, eh ben allons visiter peut-être les douves. Tu vois, ça dépend ce que tu veux faire bosser, mais tu es tellement dans l'instantanéité, dans la présence, et dans la dimension de trans direct, par exemple, bah, qu'en théorie, tu n'as rien à préparer. Hein. Par contre, tu es là, tu es vraiment là, tu es présent. Mais tu fais rien. Tu veux pas pour l'autre. En disant, ah bah du coup, je vais vous amener dans un château, et puis on va aller voir la princesse, vous allez faire des bisous, comme ça, du coup, ça ira mieux dans votre couple. Il y en a plein qui font ça. Hein. Oui, alors j'ai des petites hypnoses sur la confiance en soi, j'ai une petite hypnose sur l'estime de soi, j'ai une petite hypnose sur gagner de l'argent. Mais attends, il n'y a pas des machines à bouffer une hypnose, quoi, préécrite, qui peut être peut-être très juste pour celui qui l'a écrite, et complètement conne pour celui qui... On avait une comme ça, petit exemple dont je me souviens. Une personne veut travailler sur l'abondance. Bon. La personne a trouvé très malin de se dire, bah tiens, je vais lui faire ma petite hypnose, page 142 du livre, l'abondance, et donc je vais lui faire rencontrer un petit écureuil qui va mettre des petits glands dans le... Tu vois, comme ça, c'est les noisettes, le machin, on a, au niveau de l'inconscient, on est bon. Bah, la nana, il arrive quoi? L'autre, elle bloque, elle hurle, et elle te dit, ah non, mais moi, quand j'avais 3 ans, il y a un écureuil qui m'a attaqué, il m'a sauté au visage. Elle dit, bah raté, bonhomme. Tu vois? Et ben c'est ça, et que souvent même les gens, parce qu'ils sont polis, ils vont être là, ils vont prendre le truc, blablabla, c'est fini. Merci. Et en fait, ils étaient carrément à côté ou pas du tout dessus. Et ils ont laissé finir. Merci, au revoir. Puis ils reviendront jamais, tu vois. Ben moi non, moi je forme pas comme ça. Moi je forme, tu te mets en... Tu es là, quoi. Et ça fait peur hein, d'être là, hein, quand t'as rien prévu, rien préparé, comme je te disais tout à l'heure. Ben ouais, mais c'est là où t'es bon. Parce que là, t'es vraiment avec l'autre. Et tu t'en fous qu'il te parle de chat, de dauphin, il est à la mer, à la plage, à la montagne, il est avec sa mère, sa belle-mère, sa sœur, son chien ou son doudou, t'es là. Et toi, tu comprends l'enjeu. Et tu déposes la souffrance, et nanana. Donc c'est assez simple, hein, finalement. Mais voilà, il faut pratiquer. Et donc il faut se former. Elle dure 1 an. Alors là, du coup, elle dure 14 mois, parce que je suis monté à 7 modules de 3 jours en résidentiel, et on est sur 14 mois avec un module tous les 2 mois, pour avoir des temps d'intégration, puis aussi du temps de travail. Hein. Des fois, il y a des petits livres que je vais suggérer à lire, des fois, je vais leur demander de faire leur arbre, justement, transgénérationnel, des fois, ils vont peut-être même pouvoir faire des fois des petits accompagnements. J'essaye de les faire pratiquer, ou de les faire s'ouvrir, mais j'impose rien, en fait. Par exemple, si quelqu'un vient et me dit bah, « j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait mon arbre », ben tant pis pour toi. Tu vois, ils sont grands, en fait. Je ne vais pas non plus être derrière, alors du coup, je t'ai mis 10. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Mais là, par exemple, la session 5, là, oh, putain, mais ils sont arrivés avec leur arbre, non mais, des trucs qui étaient plus longs que la table, en couleur, les traits, la règle, machin. Oh, ils ont été parler avec leur famille, les grands-parents, les parents. Ils ont appris plein de trucs, ils ont du coup compris plein de trucs sur eux, de ce qu'ils rejouaient ou de leur loyauté familiale invisible, tu vois. Et là, c'est génial parce qu'on n'est pas que sur un cours de loyauté familiale. Là, ils ont 2 mois pour aller faire l'arbre. Et c'est génial parce que du coup, ils avancent. Et puis ils se retrouvent souvent, généralement, tu sais, comme de par hasard, au repas familial avec tonton Jean-Claude, et puis tata Gwendoline, qui lui raconte que « Oh là là, mais tu savais pas, mais machin, c'est pas son fils, en fait, ah bon ?» Ils avaient des fois des trucs de fou. Ils apprennent des choses incroyables, tu vois. Et moi, j'adore, parce que je leur dis souvent, vous allez voir, quand vous allez travailler l'arbre, tout va s'ouvrir parce que c'est le bon moment. Et boum, tout s'ouvre. Moi, une fois, quand j'avais travaillé sur le mien, ma mère, elle arrivait, elle avait un gros sac comme ça, un truc. Elle me dit, tiens, boum, merci. Il y a des photos, des trucs, des carnets, de la famille, quoi. Et je dis, ah bah là, c'est bon, je suis prêt, quoi. Bah, ça, c'est super, quand la vie, elle t'ouvre. C'est génial. Et puis, on est issu d'un arbre. Alors, il y a toute la dimension transpersonnelle, c'est vrai, mais il y a aussi toute la dimension transgénérationnelle. Et il n'y a pas que moi et mon histoire, il y a aussi de qui je descends, qu'est-ce qui s'est joué là, qu'est-ce que je récupère en patate chaude, tu vois. Et puis qu'est-ce que je fais de tout ça? Bah, les gens, si à un moment ils ne se font pas accompagner, ou si à un moment les gens ne se forment pas, c'est pas, tu vois, ça s'apprend, quoi. Être thérapeute, ça s'apprend. C'est quoi l'avenir, d'après toi, l'avenir du métier de... L'avenir du métier. De thérapeute.
C'est une très bonne question. Si je m'en réfère un peu à la spirale dynamique, je te dirais quand même que la France est en train de passer dans un grand code orange, et le grand code orange, c'est le code scientifique, médical, des preuves, de tout ce qui est observable, reproductible, quantifiable, avec tout en plus toute la dimension médicamenteuse, allopathique, et tout ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup de force, beaucoup de place. Alors, c'est naturel puisque l'humanité, ou la France en tout cas, si je parle que de la France, a besoin de retraverser son code orange. Et tu sais, un code, il émerge, il se déploie, puis après, il y a un excès permettant l'émergence d'un code suivant. Et donc, il y a donc pour moi, en ce moment, cet excès d'orange qui est en lien aussi avec la dimension du confort matériel, le médical, mais aussi l'argent, les bénéfices, les profits, le regroupement, tu vois, des hôpitaux, des trucs, des machins. On essaye de tirer l'épingle du jeu, de faire du business, de la monnaie, bref, on essaye. Bon. Et puis avec cette espèce de, non, j'ai envie de dire, au-delà d'une dimension scientifique qui est géniale parce qu'elle a quand même permis le progrès technique, technologique, médical et autres, qui se transforme un peu en scientisme. Où là, d'un coup, on se pose plus de, il n'y a plus vraiment d'esprit critique. On nous a dit de faire ça, on fait ça fait de la thune, c'est super. Bon, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais il y a un nouveau dogme qui émerge. Avant, il y avait le dogme religieux du code bleu, et puis après, l'orange arrive. Puis là, on rentre dans un dogme non plus scientifique, parce que c'est sain, mais scientiste. Où là, on se pose plus de questions. Ça, c'est la vérité. Sinon, tu vas au cachot. Hein, ou tu brûles, ou tu es un complotiste. Voilà. Complotiste. Bah, bon. Vaut-il mieux être complotiste ou scientiste? Vaste question. Nous pourrions en parler pendant 2 heures. Mais il y a une espèce de tension là qui se met. Et nous, en tant que thérapeute, on est souvent dans l'émergence du code suivant. Le code beige, tous les outils qui ramènent à une forme de voie de l'intériorité pour aller remettre de l'harmonie, pour aller mieux, bien-être, santé, nanana. Mais santé, voie naturelle, comme les naturaux et tous les autres. Et je pense qu'il va y avoir un vrai affrontement, une vraie tension. C'est-à-dire que je sens qu'il y a une émergence d'outils, de thérapeutes et de cette envie d'aller faire ce dont je parle depuis tout à l'heure. Et en même temps, une espèce de force écrasante scientiste qui fait que dès qu'on n'est plus dans cette case-là, on est dans l'obscurantisme ou dans le gourou ou dans la dangerosité, la secte et tout ce que tu peux mettre comme mot. Et c'est comme s'il y avait un combat à savoir qui va gagner. Bien, je pense quand même que dans les années à venir, c'est l'orange un peu qui va gagner quand même. Et donc je pense qu'on ne va pas rigoler beaucoup. Et qu'il va falloir savoir être vraiment ou discret ou dans son axe pour ne pas se mettre les foudres du Conseil de l'Ordre ou de la Mivilude ou de tout ce que tu veux qui viennent un peu... et qu'en même temps, cette tension et cet excès va quand même générer aussi une montée du code qui, lui, va amener des nouveaux thérapeutes, des nouvelles images, des nouvelles visions, des nouvelles approches qui renvoient beaucoup à des choses beaucoup plus naturelles, nature, soins énergétiques, outils. Les 250 outils de développement personnel sont tous des outils du code vert, tu vois. Donc, c'est comme si cette tension permettait l'évolution, mais elle n'est pas agréable. Et là, je trouve qu'elle est très orangée. Et donc, pour moi qui fais ce métier, pas simple, pas simple. Là où, tu vois, après, il faut forcément affiner. Le fait d'avoir formé des médecins ou des psychiatres me donne quand même du baume au cœur de me dire, bon, voilà, il y en a quand même au contraire aussi qui... Ce qui est génial, c'est super, parce que les médecins, c'est génial quand ils peuvent devenir des médecins thérapeutes, parce qu'ils ont tout le savoir, ils ont toute la connaissance, ils ont toute cette expertise, tu vois, médicale, avec leur champ de compétences ou d'excellence, et là, ils s'ouvrent. Alors là, magnifique, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut toujours vivre un bel orange pour vraiment avoir un verre bien intégré. Ces médecins que j'ai formés, ces psychiatres, putain, mais génial. Quand d'un coup ils me disent, pour un tel, j'ai préféré baisser un peu la dose aussi, et j'ai fait une hypnose ou un truc, et que d'un coup ça va mieux, que la personne elle sort de l'hôpital de jour, non seulement c'est génial parce que pour la personne elle sort et ça va mieux, mais en plus pour le psychiatre, waouh, chapeau, hein, parce que je peux t'assurer que les collègues autres psychiatres et autres, ou directeurs de la structure, eux, ils rigolent pas forcément. Hein. Et donc, il faut être un peu discret. Et donc, c'est ça en ce moment, tu vois. Une espèce de mayonnaise qui prend là, mais dans une tension. Il y a une tension. Ouais. Et qui pourrait opposer, qui a besoin, je pense, d'opposer pour créer cette tension,
mais où il faut qu'il y ait une conscience et une intelligence qui a suffisamment de recul pour sentir que tout cela est nécessaire et que nous, on ne soit pas brûlés aujourd'hui, tu vois, sur un bûcher, qu'on ne soit pas non plus dogmatisés ou taxés de je ne sais pas quoi, parce que les outils quand même qu'on a, ben, je suis désolé de le dire, mais les médecins, ils les ont pas. Hein. Et ça, c'est des putains d'outils, ça marche bien. Hein. Très très bien. Très très bien. Et s'ils avaient l'humilité de reconnaître ça parfois, comme certains le font justement, là on pourrait être super bon. Moi j'ai eu la chance d'avoir un médecin que j'ai accompagné à un moment, et qui a aimé ce que je faisais et qui m'a envoyé beaucoup de gens de sa clientèle. Ben, c'est génial, parce qu'elle a permis, par son ouverture, de faire ce pont entre la dimension médicale et du fait de comment elle pouvait être entendue. Et quand elle disait « allez voir un tel », les gens y vont, en bons élèves, en bons enfants, parce que le médecin a quand même un poids et une légitimité de fait. Et comment derrière, eh ben, le travail pouvait être fait, puisque les gens avaient confiance en moi et avaient des résultats. Du coup, ils revenaient voir le médecin en disant qu'ils étaient contents, que c'était super, qu'ils avaient moins besoin de ci, de ça, ou le médecin était content parce que du coup, il avait l'impression aussi de régler des enjeux avec sa clientèle et de ne pas être en surcharge ou autre. Et c'était génial. Et donc, j'espère qu'on arrivera à créer ça. La complémentarité. Exactement. Que les médecins ne veulent pas rentrer dans le fait c'est nous qui avons raison, vous c'est n'importe quoi. Que nous on soit là, non mais la médecine c'est trop pourri, non mais c'est vous qui êtes pourri, non c'est nous, non, parce qu'on ne va pas y arriver, tu vois. Mais je pense que c'est nécessaire. Mais toutes les initiatives sont bonnes pour en tout cas tenter la complémentarité. C'est ça. Donc exactement. Là on est en 2022, tu dis ouais. que donc on est en plein code orange et ça dure combien de temps avant d'arriver au code beige? Je ne pourrais pas te dire, j'aimerais bien savoir. Soit il va y avoir une vraie accélération du processus, parce que plus les codes, les premiers codes ont été très longs et puis ça va de plus en plus vite, tu vois, une sorte d'accélération dans la spirale toujours. Donc ce code-là, qui a à peu près 300 ans, bah, est-ce qu'il va continuer 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce que la mayonnaise va se faire facilement, harmonieusement? Est-ce que le code vert est un code d'harmonie? Est-ce que les verts vont avoir cette intelligence d'harmoniser ou au contraire vont tout rejeter? Tu vois, c'est pas si simple. Et il n'y a pas de vérité unique. On ne peut pas dire, j'aimerais bien te dire, ben ouais, ça va se passer dans 2 ans, c'est bon. On n'en sait rien en fait. Je pense que ça dépend de chacun et de la conscience et de l'ouverture de conscience de chacun. Plus les médecins vont s'ouvrir et accueillir les verts, entre guillemets, plus les verts vont pouvoir se réconcilier et accueillir aussi. Et le partenariat, il viendra de ça. Maintenant, c'est aussi de la volonté des gens. Le médecin, il y a du monde parce que les gens vont le voir. Si un jour les gens disent bah, plutôt que d'aller prendre un médicament tout de suite, est-ce que je ne pourrais pas aller voir où la cause d'un trauma ou d'un enjeu psycho-émotionnel ou de mon mal-être, aller voir plutôt un thérapeute? Et puis si vraiment il ne se passe rien, qu'il trouve rien, bah là effectivement. Ou d'avoir effectivement un petit médicament pour aller mieux, mais je vais quand même m'occuper, je vais aller quand même m'occuper de ce qui ne va pas. Parce que je suis grand, parce que j'ai envie d'aller mieux, mais pas avec une béquille médicamenteuse. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas encore là-dedans, je pense. Alors, certains, mais ce n'est pas la majorité. Ça reste très minoritaire pour l'instant. Mais bon, après, ça peut aller vite, j'espère. C'est ça que tu appelles la santé intégrative, c'est en complémentarité? Ouais, complètement. Et puis, comme je l'ai appris, la santé, ce n'est pas l'absence de symptômes. Tu vois, la santé, c'est comment être en harmonie intérieure avec le collectif. C'est comment est-ce qu'à un moment, je m'intègre dans une société dont je vais prendre les valeurs, la culture, les informations, et je vais arriver à m'harmoniser là-dedans en étant accueilli par le collectif et moi en accueillant le collectif. C'est ça la vraie santé, parce que c'est ça qui fait que d'un coup on se sent heureux, posé, serein, détaché, content, on est là, oh, je me sens à ma place. Tu sais, quand les gens disent oh, mais je me sens tellement à ma place, bah, déjà ça dénote d'un taux de joie ou de bonheur. C'est quand les gens ils sont pas à leur place qu'ils souffrent. Hein. Et quand d'un coup ils se sentent à leur place, intégrés par le collectif ou la structure, qu'elle soit professionnelle, familiale ou du pays, ben voilà, là ça passe, c'est super. Et donc oui, il faut sortir de l'idée que si j'ai mal quelque part, il faut que je prenne un petit truc pour aller mieux. Il faut aussi aller écouter ce que ça vient dire. Et après comprendre que c'est pas parce que j'ai aucun symptôme que je peux pas aller m'occuper d'un truc ou d'un souci ou d'aller voir quelqu'un pour mettre en lumière quelque chose. Voire même au-delà d'aller encore voir quelqu'un pour que l'autre lui donne à manger, lui dise ce qui ne va pas, d'aller faire des outils qui intériorisent. Quand tu vas faire une hypnose, mais c'est toi que tu rencontres en fait. Et des fois, tu dis waouh. Moi, il y a des fois, j'ai dit aux gens, mais je pense que vous avez vraiment une enfance, ça a dû être vraiment dur, vraiment. Oui, bon, vous savez, en même temps, j'ai pas été battu, j'ai mangé à ma faim, j'avais un toit, bon,
Tu vois, les bons. Oui, je dis oui, c'est vrai, il y a des Somaliens, il y a des gens qui meurent de faim, c'est vrai, mais on n'est pas là pour faire quantifier la souffrance, mais je pense que votre histoire a été très très difficile, vous avez dû beaucoup souffrir. Bon. Puis on fait une hypnose. Et là, ils descendent. Et là, ils touchent ça. Émotionnellement, ils touchent le truc. Alors déjà, c'est cool parce qu'ils déposent. Et quand ils reviennent un peu comme ça, en mode « Oh, je joue », ils me disent oh, « J'aurais jamais pensé ». Eh ben non, penser, tu peux pas, c'est émotionnel. Tu vois. Mais ils me disent aussi des fois « Ah, je comprends mieux ce que vous m'avez raconté ». Et là, c'est bon, là, c'est intégré dans le corps, là, cellulairement, parce que l'émotion nous rattache au corps. Et donc, quand on vit quelque chose d'émotionnel ou qu'on purge une émotionnelle, on repasse aussi dans notre corps physique. On est là, on n'est pas dans la pensée, l'esprit, on est là, quoi. Et là, on entend. J'ai compris, t'as compris, mais t'as pas ressenti. En tout cas, on est sur une médecine très naturelle, ouais. Qui peut être bien en complémentarité avec... Complètement, mais quand tout le monde travaille comme ça, le jour où on aura le droit d'intervenir dans les hôpitaux pour amener nos outils, mais ça ira mieux. Enfin, si l'hôpital ne s'effondre pas d'ici là. Mais c'est assez chaud pour eux quand même. Hein, là, les pauvres soignants, enfin, tu vois, le corps médical qui est mis en exergue ou qui est légitime et qui brille de sa légitimité, est dans une souffrance, mais insupportable. Mais je préfère être thérapeute et avoir mon cabinet et faire ma vie et mes outils et mon machin que d'aller travailler dans le monde médical aujourd'hui. Hein. Il va falloir que ça bouge. Hein. Ils vont pas pouvoir continuer à faire que du business, tu vois. Ou de recouper encore plus les gens, ou de former des infirmiers sur des étages pour qu'ils soient multi-tâches, multi-machins, multi-trucs, et puis hop, il y a trop d'arrêt de travail, on met un plan blanc, tout le monde doit retourner bosser même si tu es en vacances. Mais ils pensent qu'ils vont faire ça combien de temps, les mecs? Et même les mecs qui y vont, je leur dis, mais à quel moment, un moment? Ah bah oui, mais il y a le loyer, la famille. Oui, d'accord. Mais on va jusqu'où? Vous attendez quoi, les gars, là? Le burn-out, l'arrêt de travail, souvent, tu vois, ils sont contents d'être en arrêt. Vous attendez quoi? Un petit cancer, là, pour vous? Comme ça, ce ne sera pas de votre faute, vous arrêterez, et puis votre inconscient vous aura aidé à ne pas aller bosser, avec, ou en vous pétant la jambe, ou en faisant ou une capsulite à l'épaule, ou un genou qui pète, tu vois, super. Comme ça, ils ont l'excuse. Mais ça ne règle pas le problème. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Yann. Est-ce que je peux me présenter? Oui, bah alors je vais le faire de manière... je m'appelle Yann, je suis psychopraticien en vision intégrative de la santé, je suis pacsé, j'ai une fille, j'ai une voiture, un vélo, une maison, un chat aussi. Voilà. Et puis je suis chauve, avec une petite barbe naissante parfois, des lunettes. Donc voilà pour la dimension classique. Qui suis-je autrement? Je suis un être humain. J'espère être plus qu'un humain, mais bien un être humain. J'espère qu'on y arrivera à être cet être humain à un moment. Je suis passionné par le monde de l'inconscient, par les arcanes de l'inconscient, par tout ce qui est caché, invisible, et qui a pourtant énormément d'importance, de puissance. Hein. Freud disait le moi n'est pas maître chez lui, mais c'est exactement ça. Et donc j'adore visiter les terres inconnues. Comme je disais avant, j'adore visiter les villes des autres. Tu vois, chaque personne est une ville, et quand on est thérapeute et qu'on fait des hypnoses ou des états modifiés de conscience, on vient visiter la ville de l'autre. Et parfois pour lui montrer des endroits où il ne veut pas aller, parfois pour lui montrer des impasses, ou tu vois, des zones un peu... Lui, il veut te montrer les beaux monuments, les grandes places, les beaux monuments. Puis toi, tu dis, non, mais attends, il y a une petite impasse là. Ah oui, non, là, j'aime pas. Non, mais c'est sûr, on va aller voir. Et donc voilà, je suis passionné par ça. Je suis passionné par tout ce qui nous dépasse, par le transpersonnel peut-être. Puis qui suis-je? Je suis un être humain qui va mourir un jour et qui a envie de laisser du coup sa trace ou, dans la vie. Alors peut-être que ça sera petit niveau, moyen niveau, mais aujourd'hui quand je me définis à travers l'idée de me donner la liberté d'exister et d'être pour moi. Et du coup, d'écouter à travers cette intention-là tous les chemins que je vais parcourir. Et surtout de sortir de cette transe, des 4 premiers codes là, qui fait rejouer toujours les mêmes choses.
Et ça, quand je le sens et que je le vois, oh, clac, je suis content de dire waouh, j'ai la conscience ou la connaissance pour allez, j'arrête mon truc tout de suite là. Hop, 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 hop. Ou quand je me retrouve dans des inconforts, bah, d'accepter d'y aller quand même. Puis après, de voir ce que la vie va me réserver ou ce que je me réserve à un niveau au-dessus. Ce que je sais par contre fondamentalement, c'est que je suis fait de chair et d'eau, que je vais mourir, et que c'est dans la présence et dans l'ici et maintenant et l'écoute de moi ou du soi que je vais me rencontrer et me réaliser. Jusqu'à quand, jusqu'où, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est ça qui me donne envie de rester ou d'être vivant. Et puis aussi ma femme et ma fille. Le banquier un peu moins. Bon, je m'en fous. Ouais, il est là quand même. Les impôts aussi d'ailleurs. Ah, ils sont là aussi. Bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de contraintes, mais il y a plein de choses aussi. Super. Est-ce que tu vis une belle expérience? Est-ce que tu vis une belle expérience de vie que tu traverses? Oui, ouais, je suis très très fier de ma vie et de mon histoire parce que je suis plutôt arrivé un peu paumé là, sur cette planète. Je ne comprenais pas trop les trucs. Je suis arrivé un petit peu avec ma grande humanité. Tu vois, on est tous frères, tout. J'ai pris pas mal de claques dans ma gueule. Du coup, j'étais calmé. Et petit à petit, j'ai même failli. Hein, j'ai vraiment traversé. Je pense que je ne suis pas thérapeute pour rien. J'ai traversé mon plomb. Hein. J'étais très très autodestructeur. Moi, je me suis beaucoup autodétruit. Et au fil du temps, à travers justement ce travail, parce que j'ai d'abord été thérapeutisé avant de devenir un thérapeute, bien évidemment, ben, je me suis rendu compte de tout ce chemin parcouru, de toutes les souffrances, de cette dimension destructrice et extrême et excessive et tout ça. À travers les différents exercices, ateliers, tout le travail que j'ai pu faire sur moi m'a permis à un moment de me réconcilier. En me réconciliant, je suis sorti de ce mode de destruction. Et en sortant de ce mode de destruction, ben, j'ai pu accompagner les autres qui sont dedans. Et je vois bien qu'aujourd'hui, j'ai toujours quelques réflexes, mais il y a vraiment la conscience de vouloir rester. Et je pense que j'ai mis du sens, en tout cas de moi à moi, à ma vie, à mon histoire, à ce que je souhaite demain, à mes rêves, à mes envies, à tout ça. Et que c'est largement suffisant pour prendre soin de moi et avoir envie de plus en plus d'être dans quelque chose de constructif plutôt que d'autodestructeur, tu vois. Alors peut-être que c'est juste mon chemin à moi, mais je me rends compte quand j'accompagne les gens qu'il y a un vrai schéma comme ça souvent. Alors c'est sûrement que la vie m'envoie ces gens-là, puisque c'est un peu ça que je connais bien. Et c'est là peut-être où je suis le plus légitime, puisque j'ai fait le chemin. Et donc ouais, je suis heureux aujourd'hui de la qualité de vie que je peux avoir. Et de comment, si j'avais pas justement eu la chance de faire les bons stages, les bonnes rencontres au bon moment, je pouvais me perdre. Vraiment, je pense que j'aurais pu me perdre ou mourir. Beaucoup plus jeune que ça. Et donc je sens que j'ai eu de la chance. Et qu'aujourd'hui, je savoure beaucoup plus. Je suis très... je dirais pas que je suis dans la gratitude, mais un peu quand même. Mais ouais, des fois, je vis des grandes ouvertures de cœur de ce que je vis. Et avec l'idée que, bah ouais, on va tous mourir à un moment, mais comme disait Jacques Brel, qu'as-tu fait de ton talent, tu vois, ben, y a un côté, bah ouais, je pense que j'ai exploité ma terre et que la vie me le rend bien et que plus ça va et plus c'est beau et plus ça donne envie et plus, quelque chose d'hyper agréable. Alors, ça n'empêche pas que je ne suis pas touché par les souffrances des autres, mais j'ai compris aussi que ce sont des états aussi d'être ou de vibration, ce sont des états de, quand l'eau est sale, l'eau est sale. On va dire, oh le pauvre, l'eau est... Oui, c'est vrai, mais l'eau est sale. Et là-dessus, je suis assez dur, moi, là-dessus, maintenant. Parce que ça me fait chier, en fait, de plaindre le mec qui a une eau sale, quand moi, j'ai été nettoyer la mienne, quoi. Et mon eau, elle était sale aussi, et c'était pas rigolo, quoi. Mais, voilà. Donc, si quelqu'un me dit, ouais, toi, t'as eu de la chance, là. Non, mec, c'est pas de la chance. Non. Non, mais... Tu as provoqué ta chance. Ouais, et puis, fais ce qu'il fallait pour. Fais ce que tu dois, tu vois, comme on dit. Bah, fais ce que tu dois. Merci beaucoup pour avec plaisir. Ce temps partagé et ton authenticité avec... voilà. Et tu vois, je vais dire juste un petit truc pour finir. Il y a, je pense, on aurait fait cette interview il y a un mois, quand tu m'aurais dit merci pour nanana. Je t'aurais dit de rien.
Et ce de rien, quand tu le regardes, en fait, il est terrible. Et je l'ai appris en stage. Une nana vit un grand moment libérateur, tu sais, bah. Et elle vient me revoir, et elle vient me voir dehors, et elle me dit oh, non mais Yann, merci pour tout, mais vraiment, mais. Non. Et au moment où je lui dis de rien, je me mords la langue, mais alors. Mais d'une force. Oh, je me mets à saigner. Je suis pas loin. Et là, instantanément dans ma tête, qui dit tu dis plus jamais ça. Et du coup, j'ai mis du temps, j'ai cherché à dire, on dit quoi quand quelqu'un dit merci? Avec plaisir. Tu vois? Ben, ça change tout. Parce que les gens, quand ils disent de rien, c'est comme s'ils invalidaient tout, ils se néantisent. Et on a appris ça par cœur, c'est dommage. Donc avec plaisir. Plaisir partagé. Oh. Merci beaucoup. Bon. Merci.